Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, leréveildesfans.com. La saga Star Wars se poursuivra au grand écran le 18 décembre 2015 avec l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Pour cette occasion, les sites de la communauté francophone de Star Wars se rassemblent pour vous offrir le réveil des fans. There has been an awakening. Have you felt it? Réveillez le fan de Star Wars qui dort en vous. Créez un événement ou rejoignez une projection organisée dans votre ville ou région. Ne manquez pas cette occasion historique et vivez la première du réveil de la Force aux côtés de milliers d'autres fans comme vous. Chewie, Rome. Visitez leréveildesfans.com pour participer et suivez le Réveil des fans sur Facebook et Twitter pour rester à l'affût des activités organisées près de chez vous. We would be honored if you would join us. A long time ago, in a galaxy far, far away. A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. Hello, I think. We would be honored if you would join us. Eh bien, bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. On est au 109e numéro déjà. Donc on va remercier nos partenaires dans un premier temps, qui sont Star Wars Holonet, SiteClan, Planète Star Wars, Mighty Box, Star Wars Universe et le Réveil des fans. Aujourd'hui, on va discuter surtout du Réveil de la Force, parce qu'il y a eu deux événements qui ont dévoilé beaucoup d'informations. On a eu en premier temps le magazine Entertainment Weekly qui a fait un magazine spécial Star Wars où on a beaucoup d'infos officielles. Et ensuite, on a le D23 qui est la grosse convention Disney où il y a eu plusieurs panels sur Star Wars justement, donc avec l'intervention de J.J. Abrams, Kathleen Kennedy, des acteurs. Et on va en revenir en deuxième partie d'émission. Maintenant, je vais présenter mes 4 Lascars. Enfin 4, on est 3. Enfin, on est 4, j'ai 3 Lascars. Donc on va commencer avec Céline. Comment tu vas ? Bah ça va. Qu'est-ce que tu as fait sur Star Wars cette semaine ? Est-ce que tu as fait, tu as lu les infos, tu as fait des activités en rapport avec ça ? J'ai été captivée par le D23. Ouais. Parce que j'aime bien en plus l'univers Disneyland, donc ça tombait bien. Donc c'était un peu ta célébration à toi. Ouais, comme pour les fans, peu, pour ouais. savoir célébration, voilà. Donc t'as fait des nuits blanches à suivre les live tweets, des trucs comme ça, quoi. Non, mais j'ai suivi vraiment dès que je pouvais aller sur le PC, regarder actualité sur les sites de fans. Ouais. Ensuite, Thomas, ça va ? Bah ça va, oui, depuis la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as fait depuis cette fabuleuse émission ? Eh bien, en dehors des news, moi j'ai fait une semaine Marvel, donc j'ai été très peu Star Wars. Ok, bon, bah il faut un peu de tout, hein, de toute façon. Exactement. Si on fait que du Star Wars, on a l'overdose. Et enfin, nous avons Sylvain. Sylvain, ça va ? Ouais, ça va, bonjour à tous. T'as pas un petit bonjour à passer avec quelqu'un en particulier ? Si à l'équipe de 9e art, et du réseau Art, et un gros bisou à Sullivan parce qu'ils viennent en fait de publier un podcast dédié à Star Wars justement avec la grosse actu, et leur podcast ils l'ont appelé WikiLeaks. Et là je dis bravo les mecs. Bien trouvé. Donc un gros bisou à eux. Ouais. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc on va commencer cette émission avec Entertainment Weekly, donc, qui a fait une belle couverture sur Kylo Ren. Ils ont fait un numéro vraiment spécial Star Wars. Et on a eu vraiment un tas d'informations, plus que sur le numéro spécial de Vanity Fair, je trouve. Donc on va commencer avec le personnage qui est en couverture, qui est Kylo Ren. Parce que jusque-là, on savait juste que c'était
le grand méchant du film, mais on n'avait pas trop d'infos sur qui il était vraiment, son passé. J.J. Abrams s'est bien confié sur le personnage, et on apprend vraiment beaucoup de choses. Dans un premier temps, on apprend que c'est pas un membre du Premier Ordre, c'est un allié du Premier Ordre. Donc je pense que ça peut être un peu un agent indépendant qui a son propre but et qui va se joindre peut-être au Premier Ordre parce qu'ils ont des intérêts communs. La seconde chose qu'on apprend, et ça on s'en doutait déjà avec la bande-annonce, la deuxième bande-annonce, c'est que c'est un obsédé de Dark Vador. Donc c'est lui qui va récupérer le masque brûlé de Vador. Et il est très au courant de l'histoire de Dark Vador, il est au courant de tout ce qui s'est passé avant sa naissance en fait, donc il s'est très bien informé. Et c'est pour ça qu'il a une apparence qui fait ressembler à ce cher Vador. Ensuite, le film va nous expliquer d'où vient son casque, donc pourquoi il s'est créé un casque, parce qu'on va le voir aussi sans le casque. Donc voilà, pourquoi il porte ce casque-là, d'où ça vient, toutes ses origines. Tout ça sera expliqué dans le film, donc au final, je pense que dans ce film-là, on va très vite savoir qui il est. Ça va pas être un personnage qui va garder une once de mystère, je pense, que contrairement à d'autres personnages. On nous apprend aussi que voilà, ça va pas être le méchant un peu... vous savez, dans les films, les méchants sont souvent... ils sont sans état d'âme, un peu comme le T-1000 dans Terminator 2, je pense à lui. Là, cette fois-ci, ce sera un méchant qui sera plein d'émotions. On nous le présente comme quelqu'un qui a autant de rage que son sabre laser le laisse penser, qui a un bouillon d'émotions je cherche le mot. Et ils ont dit en gros que ce serait un personnage aussi intéressant que les personnages positifs, quoi. Oui, voilà. Ça va pas être, à mon avis, ça va pas être un tout noir. de méchant qui est méchant parce que c'est un méchant, quoi. Un méchant qu'on comprend et auquel on s'attache. Voilà, c'était conflictuel. Si je devais trouver, le Kingpin un peu en Daredevil. Ouais, voilà. Donc a priori, et comme le dit Laurence Kazan aussi, ça va être un personnage on n'a jamais vu un personnage comme ça dans un Star Wars. C'est la première fois qu'on va trouver ce type de personnage dedans. Donc je pense pas qu'il faut s'attendre à un Dark Vador ou un Dark Maul. À mon avis, ce sera un personnage très nuancé. Ah, c'est sûr que Dark Maul, point de vue... oui, c'est juste... les sentiments de Dark Maul. Faut aller les chercher. Voilà, c'est un peu moi méchant, moi tu es gentil. Tu sais à qui la description que qui en a été faite et son look, tu sais à qui me fait penser ce personnage-là? Dis-nous tout. Revan. Un Revan, ouais, le masque surtout. Voilà. Même que ce soit le masque, la tenue, Et le fait qu'il soit pas un gentil tout noir. Voilà, c'est ça. Un méchant tout noir, je veux dire, voilà. C'est ni un gentil, ni un méchant. Je pense que c'est un mec qui va passer des deux côtés. Ou qui était gentil peut-être à l'époque, et qui est méchant maintenant, quoi. Qui est devenu méchant. Donc franchement... Est-ce que quand on sera dans le ciné, il y a un moment où ils vont nous dire c'est vous? Ça serait bien. Tu connais pas la chute de Kotor? C'est qu'à la fin, quand t'arrives à la fin du jeu, on te dit bah en fait c'est toi, Revan. Ah oui, non mais c'est sûr, j'avais pas compris où tu voulais en venir là. Non, peut-être qu'on va parler d'un autre personnage dans le passé, et à la fin du jeu, on sera c'est toi ce personnage Coco en fait, dont on parle depuis le début. Voilà, donc à mon avis ça va être un personnage plus gris foncé que tout noir. Il y aura une révélation en tout cas sur son identité, quoi. C'est en gros. Ah ben tu me fais une super transition, Thomas, parce que justement J.J. Abrams a lâché la grosse info, enfin pour moi ce qui est la plus grosse info sur Kylo Ren, c'est que Kylo Ren n'est pas son vrai nom. En fait c'est un nom qui s'est pris en rejoignant l'ordre des Chevaliers de Ren. Alors on n'en sait pas plus sur ces fameux Chevaliers de Ren. À mon avis c'est sûrement un ordre qui peut être parallèle à celui de l'ordre Sith, mais qui n'est pas forcément Sith. Voilà, peut-être que les Sith ce n'est qu'une branche des ordres du côté obscur. Donc là, moi je trouve ça très intéressant d'avoir un autre ordre du côté obscur. C'est pas le retour des Sith. Les Sith ont été détruits avec Palpatine, et ça c'est une bonne chose. Là, on a un autre ordre de méchants, et ça va permettre d'explorer la mythologie Star Wars plus en profondeur, je pense. Peut-être que c'est un rapport avec le Père Noël. Hein. Voilà. Donc après, j'allais la faire cette blague, c'est chiant. Mais aussi, voilà, alors, donc Ren, ça serait un peu le suffixe Ren remplacerait les préfixes Dark pour les Sith. Après, est-ce que Kylo c'est son vrai prénom, ou est-ce qu'il l'a aussi changé en prenant le nom de Ren? Ce serait possible. Ça, on ne sait pas encore. À votre... pour les on sait que... quoi. Il change aussi le suffixe.
Et surtout, ils ont précisé que, de mémoire, hein, à la fin de l'épisode 7, on saurait qui est Kylo Ren, c'est ça hein? Voilà. Bon, après, on va pas le dire dans les spoilers, mais les spoilers ont une théorie très 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 précise sur le sujet. Que je ne veux pas connaître. Non, que tu ne veux pas connaître. Et du coup, là, j'ai envie de vous demander pour vous qui est vraiment Kylo Ren pour vous. Moi, je vais m'abstenir parce que je pense connaître la réponse, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Il y a que les non-spoileux qui ont le droit de répondre. Hein. Voilà, que les non-spoileux qui ont le droit de répondre. C'est pour ça que je ne dirai rien. Bouge tes oreilles alors, Thomas. Bah alors, pour moi, ce serait le fils de Han et Leia et le frère de Rey, qui serait genre aussi... de Jason, quoi. Ouais. Et pour toi, Thomas? Bah, du coup... Si c'est un perso qu'on connaît, moi j'ai trop peur que Luke Skywalker devienne méchant quoi. Donc j'ai vraiment peur de ça quoi. C'est la seule chose qui après ils peuvent mettre n'importe qui. À moins que ce soit Lando quoi. Ah pourquoi pas ça, ce serait une surprise. Sait-on jamais. Mais là ce serait quand même étonnant à mon avis. Ouais. Non, du coup, j'ai aucune idée. J'espère juste que ce sera pas Luke Skywalker, quoi, parce que c'est vrai qu'on le voit pas dans les affiches, on en voit assez peu. Donc, quand on est non spoileux, on peut que s'imaginer ça. En plus, il y a eu tellement de rumeurs avant, comme quoi ce serait le méchant. Quelqu'un qui est hanté par Dark Vador, à part lui, je vois pas trop comme personnage connu. Ou alors, faudrait que ce soit un personnage qui soit né, par exemple, pendant les 30 ans. Alors ça, c'est officiel. Voilà, et il est né après. Hein. Il est né après le retour du Jedi. D'accord. Ça c'est dans l'article, il le mentionne. Ouais, et donc voilà, parce que voilà, ils disent, J.J. Abrams précise bien que il s'est tenu au courant de tout ce qui s'est passé avant sa naissance en fait, de toute l'histoire passée. Ah oui, d'accord. Okay. Donc à ce moment-là, ça pourrait être un des enfants solo et qui du coup c'est son grand-père finalement quoi. Ouais. Tu sais un peu comme tu sais le petit-fils, hein, on lui parle de son grand-père qui a fait la guerre et tout, il se dit bah attends, j'aimerais bien comprendre quoi. Donc ça peut être ça, oui, effectivement. Ouais. Et Céline, tu voulais dire quelque chose en plus, non? Je sais pas. Non, c'est ma théorie. Voilà. Bon, alors j'ai bien envie de rebondir sur ce que vous dites, mais je ne le ferai pas. Merci. Sylvain aussi, hein. Sylvain, toi tu lis les spoilers. Je lis les spoilers, mais ceux-là je les ai pas lus et pour moi honnêtement c'est le fils de Luke. De Luke pour toi. Donc pour moi, l'équivalent de Ben. Oui et non, mais pour moi c'est le fait qu'il soit fou de Dark, enfin obsédé de Dark Vador. Pour moi c'est lui quoi. Ouais, pour moi c'est un Skywalker dans le sens large quoi. Donc Solo Skywalker, enfin du moins le fils d'Han ou Leia ou le fils de Luke quoi. Ah pour moi c'est le fils de Luke. Ouais. Et après, à voir, est-ce que j'ai raison ou pas tu vas m'envoyer ton spoil par mail. Si tu veux. Mais alors dans ce cas-là, qui est la mère alors? Parce que bon, dans le casting, a priori... Morte, ok. Pour moi, elle est... de Mara Jade ou un truc comme ça. Parce que là, justement, ce que je dis dans le casting, il n'y a pas de femme pour moi, en plus, ça expliquerait la mère, justement ça pourrait que... être son maître. Ah, ça pourrait être quelqu'un de côté pourquoi obscur pas, aussi. mais pour moi ça expliquerait le fait que Luke, de ce qu'on sait, s'est barré au fin fond de la galaxie, que l'autre soit à la poursuite de l'ombre de Vador et qu'il est basculé du côté des méchants quoi. Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas un nouveau méchant qui sort de nulle part, il est fort. Pour moi, il est forcément lié. Voilà. C'est quelqu'un qui est lié aux anciens personnages. Bah oui, parce qu'il faut qu'il y ait une révélation, qu'il y ait une surprise quand même. C'est un peu ce qu'ils ont l'air de dire là. Et puis Star Wars, c'est un peu une histoire de famille aussi. C'est Star Wars, c'est familial, la famille Skywalker. Donc. Ouais. Bah, il fut un temps, Lucas, il disait non, Star Wars, c'est que l'histoire d'Anakin. Ouais. Mais bon, il est mort. Hein. Ça va être difficile là. Il a fondu. Et enfin, il y avait une info là, on en a parlé vite fait dans l'autre émission, dans la 108, mais on voit Kylo Ren avec des Stormtroopers sur Jakku en train de mettre à sac un village. À votre avis, pourquoi il est sur cette planète là, Kylo Ren, et qu'est-ce qu'il cherche? Là encore, je m'abstiendrai de faire des commentaires. Peut-être qu'il cherche des artefacts Sith. Ouais. Il cherche le sabre. Le sabre qu'on voit dans la bande-annonce d'Anakin. Et qui est en la possession de Rey. Alors on va savoir comment le sabre s'est retrouvé là-bas, mais pour moi c'est Rey qui finit par l'avoir. Elle le met dans Bouboule là, le petit robot, dans BB-8, et puis elle a Kylo aux fesses. Voilà.
Quelqu'un a quelque chose encore à dire sur Kylo Ren? Non, ce qui me fait marrer, c'est qu'on est en train de faire des postulats en parlant de personnages, et finalement les personnages qu'on a encore jamais vus en film, comme Rey et compagnie, ou film machin, on est en train d'en parler comme si c'était des personnages qui faisaient déjà partie du culte Star Wars, quoi. Tu as l'impression qu'on fait plus de distinguo entre les persos qu'on n'a pas vus et ceux qu'on connaît. C'est juste une remarque là, en vous écoutant parler, ça m'amuse un peu. Bah, on les connaît un peu depuis 1 an et demi, bah voilà, quoi, c'est ces ça, personnages, donc. Non mais complètement. Ils sont mais déjà rentrés dans de voir l'imaginaire. à quel point maintenant c'est bon, on va les voir dans le film, c'est bon, ça va être comme les anciens acteurs, on les a tellement vus dans les conventions, dans les trucs, on a tellement parlé que c'est bon, on les connaît, on connaît un peu le background presque, tu vois, c'est assez mais cool, c'est surtout au vu de ce qu'on voit des bandes annonces, de ce qu'on nous dit. Bon, c'est vrai, t'as quand même énormément de stéréotypes dans les Star Wars. Le bad boy, le jeune, le méchant qui est très très méchant, t'as la princesse, donc même là, on retrouvera forcément ces stéréotypes. Donc en fonction de ce qu'on voit, on essaie d'imaginer. Non, puis même, je veux dire, d'en avoir parlé, de s'être interrogé sur ces personnages, on va arriver dans un environnement qui normalement est nouveau, mais qui qu'on connaîtra déjà à cause de ces 1 an et demi, ils sont devenus familiers. C'est pour ça que d'ailleurs We Are Home, quoi. Mais du coup, ça va vraiment faire cette impression-là, quoi. Et c'est bien dans un sens. Moi, je trouve ça pas mal, quoi. Après, si ça se trouve, on sera tellement habitué aux spoilers et aux fausses rumeurs que quand on va découvrir le film, on va faire ah mais c'est bizarre ce scénario, je m'attendais pas du tout. J'ai pas prévu ça. Ouais, ils ont merdé les gars. Elle est où la scène que j'ai lue sur internet là? C'est ça. Bah ils disaient pas ça dans la rumeur. Enfin, moi je crois que, on voit que quand on lit les rumeurs, on fait vite fait la part entre le vrai et le faux parce que c'est vite infirmé ou confirmé par des photos qui sortent, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien de se familiariser avec tout ça, de se poser des questions, de découvrir les persos, mais surtout de pas connaître l'histoire. C'est vraiment la limite moi que je veux pas franchir. Enfin, tu es fort parce que moi je n'ai pas cette force. Bah moi non plus, donc ça. Pour fini, tu m'envoies tes spoilers. Non, moi je lis juste les spoilers parce que sans dire ce qui va arriver, je voulais savoir ce qui arrivera à Han Solo, parce que s'il lui arrive quelque chose, je ne pourrais pas me concentrer sur le reste de l'histoire. Donc s'il se passe quelque chose, je veux le savoir à l'avance. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre en tout cas. Je veux m'y préparer psychologiquement pour pouvoir être concentré, sachant que je commence si j'ai besoin de faire un travail de deuil, j'ai besoin de le faire en amont. Voilà. Mais on n'en dira pas plus. On va juste finir avec Kylo Ren, avec ce fameux ordre des chevaliers de Ren. Juste une question pour vous, est-ce que vous pensez qu'on va voir d'autres chevaliers de Ren dans les films à venir ou même dans l'épisode 7 et où ça va juste être un ordre éteint, donc Kylo essaierait juste de le ressusciter? Ah, je m'étais pas posé la question. Moi je te la pose. Il y a un gros background derrière, quoi. Ouais. Peut-être, est-ce que je sais pas, ce serait cool à mon avis de voir ça justement, des gars qui manient des sabres laser sans être des Sith et des Jedi, ça peut être pas mal. Quoi, en gros dans l'univers étendu un peu. Les Jedi noirs, ouais. Ça a pas l'air spécial, ouais, je dirais plutôt Jedi noir ou Sith blanc, quoi. Parce que ça a pas l'air non plus d'être des gens super sympathiques, super sympas. Ouais. Ça c'est certain. Non mais pourquoi on n'en a pas entendu parler avant, par exemple? Est-ce que c'était éteint pendant l'épisode 1 c'est peut-être les sites compris, voilà, c'est peut-être les sites compris le dessus, Palpatine leur a un peu fermé le clapet et maintenant ils se disent bon là Palpatine n'est plus là, donc du coup on va en profiter, on va faire notre tour. Ou alors c'était le Ren en question, il avait peut-être pas un nez rouge, mais c'était, je sais pas, une espèce de disciple de Palpatine ou autre qui était un peu sensible à la force ou pas du tout, parce qu'on n'en sait rien en fait, et qui à la mort de Palpatine fait son propre culte. Dans tous les cas, moi j'ai envie de vous rassurer, là c'est très difficile à dire, mais ce qu'il y a de certain, c'est que si c'est pas expliqué dans le film, on aura plein de romans et de comics pour nous l'expliquer. Ah bah oui, mais c'est ça qui est très bien, c'est que du coup avec je trouve que c'est une très bonne idée J.J. Abrams d'avoir créé un nouvel ordre, parce que ça fait la prophétie du fait qu'Anakin détruise les Sith reste telle quelle. Oui. Elle n'est pas remise en question parce que pour le coup il y a plus de Sith et ça permet d'avoir des nouveaux méchants qui ont peut-être des sabres laser rouges, mais qui ont peut-être pas les mêmes pouvoirs, pas les mêmes motivations, on n'en sait rien, et du coup moi je trouve ça super bien, quoi. Et comme on est sur un nouvel lieu, peut-être que finalement les Sith et les reines se sont peut-être, ça fait bizarre de dire ça, mais se sont peut-être affrontés à une époque, quoi. Ouais. Voilà, c'était peut-être deux factions du côté obscur dissidentes, et puis c'est les Sith qui ont pris le dessus, et puis voilà, maintenant les reines en profitent pour revenir, quoi. Et peut-être qu'ils se sont éteints, et peut-être que les motivations de Kylo, c'est peut-être de ressusciter cet ordre-là.
Ou c'est peut-être aussi, voilà, ils sont déjà tous planqués et c'est le petit dernier qui doit faire ses preuves, quoi. On sait pas du tout. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Ces Chevaliers de Rennes, pour moi, c'est le nouveau vrai gros mystère de cette postologie, quoi. Est-ce qu'on aura des ordres aussi du côté lumineux? Ah ben, ce serait bien, voilà. Il y a peut-être pas que les Jedi. Ça ouvre des voies, quoi. Exactement. Et ça, c'est beau. Eh ben, je vous propose, là, on a bien parlé sur Kylo Ren. Maintenant, je propose qu'on dévie un peu sur le réveil de la Force, un peu plus en général. Avec Céline, tu vas nous parler du coup de J.J. Abrams, du pourquoi il a rejoint le projet. Il y a eu un nouvel article dans le Entertainment Weekly qui nous explique ça un peu plus en détail. Et je te laisse la parole. Alors, dans un premier temps, J.J. Abrams était pas spécialement convaincu. Il venait juste de travailler pour Star Trek, donc c'est quand même aussi une énorme licence. Et du coup, il avait pas spécialement envie de se plonger dans Star Wars parce qu'il avait envie de faire des projets originaux, des projets détachés d'une licence. Et c'est Kathleen Kennedy qui l'a convaincu. Comment elle a fait? En fait, elle en a quand même un peu discuté avec lui. Et puis, à un moment donné, elle lui a dit mais qui est Luke Skywalker? Et là, il a eu des frissons et il a accepté parce que il s'est rendu compte que ces films-là, c'était l'occasion de s'approprier un personnage totalement culte de Luke Skywalker, de vraiment rentrer dans le personnage et de lui donner de la profondeur, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, si elle pose cette question, ça veut dire que peut-être que finalement la trilogie nous a pas montré qui est vraiment Luke Skywalker et qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur lui, quoi. Et il y avait J.J. Abrams qui avait aussi rajouté, il me semble, dans l'article, que ça tombe, en fait, Luke Skywalker est bien plus puissant qu'on le pensait, ou finalement il est pas aussi puissant qu'on pourrait le penser, et dans ce cas-là, ça remettrait en cause tout le personnage, et c'est ça qui était intéressant, quoi. Oui, il disait aussi dans l'article que déjà dans la trilogie originale, c'est un personnage qui évolue énormément, qui passe du fermier au maître Jedi qui voit la destruction de son père qui vient juste de lui révéler. Enfin, c'est déjà énorme dans la trilogie originale. Vous en pensez quoi, Thomas et Sylvain? Ben, moi j'en pense que, à mon avis, il a pas eu besoin d'être bien convaincu, hein. Moi je pense. Non mais, moi je pense que c'est un coup de com', quoi. Genre, on va aller voir le film parce qu'il a eu des frissons, quoi. Je sais pas, moi oui. Pour toi, c'est surtout de la com', quoi. Oui, complètement, quoi. C'est juste histoire de rajouter une news parmi les news, quoi. Mais j'ai pas l'impression que, oui, je pense que il a été emballé dès le début, quoi. Alors dans le même article, on a aussi la réaction de Lawrence Kasdan qui n'avait pas voulu participer à l'épisode 1, 2, 3. En fait, George Lucas lui avait proposé. Mais à ce moment-là, il était pas dedans, il avait pas envie. Et le fait que ce soit à nouveau les mêmes personnages que la trilogie originale, ceux avec qui il avait déjà travaillé, là, ça l'a intéressé parce que c'était des personnages qui avaient vécu la même chose que lui puisque c'était le même écart de temps, 30 ans. Et que finalement il pouvait se mettre vraiment à la place de ces personnages qu'il avait conçus lui-même. Et donc là, il a dit oui. Ça, j'y crois par contre. Là, c'est de la com', mais c'est de la vraie com'. Ouais, mais c'est un caractère véridique. Et il rajoutait même que, en plus, il avait évolué avec eux et qu'à l'époque où il avait fait le film, il avait le même âge que les personnages et il trouvait que maintenant qu'il avait le même âge que ces personnages qui ont vieilli aussi, il pouvait apporter son expérience. Ça voulait pas dire qu'il était plus sage, mais juste qu'ils avaient plus d'expérience et que du coup il voyait un peu un parallèle entre sa vie telle qu'elle était avant, telle qu'elle est aujourd'hui et comment les gens ont pu évoluer pendant ces 30 années. Et ça me semblait vrai. Et puis il y a un autre élément qui est très vrai, c'est que t'as plein de gens qui n'ont pas aimé la prélogie pour plusieurs raisons, hein, parce que l'état d'esprit était différent, puis que c'est surtout ces personnages de Star Wars qui étaient vraiment trop cool dans la trilogie originale qu'il avait envie de travailler et que beaucoup plus de gens, à mon avis, auront envie d'aller voir que la prélogie, quoi. Ouais. Et oui, dis à Sylvain. Après ça, déjà pour Abrams, bon, je suis assez dubitatif sur le coup du oh bah tiens, il y a Disney qui vient de me proposer un Star Wars, mais
Oh bof, je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il a dû réfléchir à peu près 10 secondes avant de dire oui. Et pas forcément parce qu'on lui a proposé un gros chèque. Non, mais il a attendu le deuxième chèque plus gros. C'est pour ça qu'il a réfléchi. Honnêtement, je sais pas, mais je pense que connaissant un peu le bonhomme, c'est un geek, tu proposes à un type comme ça de faire un Star Wars, pour moi, dans le millième de seconde, il a répondu oui. Dans sa tête. Après, ouais, voilà. Donc je pense qu'il a pas eu besoin d'être relancé longtemps après pour Kanzan. Moi, ce qui m'embête, c'est que depuis qu'ils ont lancé les nouveaux Star Wars, j'ai l'impression qu'ils font un bashing sur la prélogie. En nous sortant regardez, on fait des extraterrestres en latex avec des marionnettes. Regardez, on fait des vrais décors, pas comme la prélogie. Et honnêtement, ça commence à me gonfler parce que d'accord, je veux bien la menace fantôme, Jar Jar, j'ai envie de le noyer ou de le brûler, ce que vous voulez. D'accord, Nathalie Portman, elle a des dialogues à la Mormoelno. Mais pour moi, Star Wars, c'est un tout. Oui. C'est une saga, Je suis d'accord avec toi. Et le fait que les mecs disent, regardez, on fait tout qu'à l'ancienne, ça commence honnêtement à me gonfler sévère. Ça va avec la com, parce que, en fait, si tu veux, je pense que les mecs, quand Disney a racheté Star Wars, t'as entendu, ils savent très bien que la prélogie s'est fait défoncer par les gens qui aiment, par des trolls. Elle s'est fait défoncer à la critique, par contre niveau pognon, s'en a ramassé, donc faudrait peut-être un moment arrêter l'hypocrisie. Du coup, quand Disney a été racheté, tout le monde a dit oui, c'est l'argent, c'est comme la prélogie, ça va être pire. Donc les mecs, pour se défendre, ils disent attention, la prélogie, nous on a capté que c'était pas bien, et nous on va faire ça. Et ils appuient bien sur chacune des grosses critiques que les fans mettent en avant, le manque de créatures et machin, etc. Et du coup, pour bien dire oui, on est dans l'esprit, ce que vous voulez, attention, hein, on n'est pas que là pour le pognon. Mais ça me fait penser exactement au même exercice de com que George Miller pour Mad Max Fury Road, qui nous dit regardez, on a tourné en réel, on a fait des cascades de réel. Il y a plus d'effets spéciaux dans Mad Max parce qu'ils ont retravaillé absolument toutes les explosions et tous les plans. Il y a du film que dans Age of Ultron, donc à un moment faut arrêter. C'est pas une maquette dans le qui fait la scène dans les bandes annonces du Faucon qui fait la course avec un taille dans un réacteur de Star Destroyer. C'est pas une maquette. Quand dans la toute première bande annonce le Faucon il fait un looping, c'est pas une maquette. Les sabres laser, les effets de lumière, c'est pas des maquettes. La super scène dans le spot TV où tout le monde se tripote dessus là du premier ordre avec tous ces soldats. Tu crois vraiment qu'il y a autant de figurants ? Ouais, voilà. Il y a autant de figurants. C'est un plan numérique. On est bien d'accord. À un moment, faut arrêter. Mais si tu veux, par contre, bien sûr, je trouve qu'ils vont. Enfin, là, ça va pas. C'est pas pour défendre le fait qu'ils cassent un peu la prélogie, mais je trouve qu'ils ont trouvé le juste équilibre, quoi. Ouais, je pense que c'est une question de curseur, quoi. Ils disent que voilà, la trilogie c'était que maquette parce que c'était l'époque, et puis la prélogie c'était que numérique parce que c'était tout beau, tout nouveau, puis ça permettait de s'extraire de ce que George Lucas avait eu du mal à faire dans la trilogie originale. Et puis voilà, là ils essayent de trouver un juste milieu entre deux, quoi. En fait, ils font vraiment en image de synthèse ce qu'ils peuvent pas faire en réel. Parce que George Lucas, il y avait plein de choses qu'il pouvait faire vraiment, qu'il a fait en image de synthèse. Et je pense que c'est ça qu'on lui reproche. C'est comme par exemple les clones. Les clones, moi j'ai pas compris pourquoi ils les a tous en image de synthèse. Parce que des figurants qui portent une armure, c'est beaucoup plus crédible qu'un gars en blanc numérisé. Le truc, t'as vu les images de la production justement, parce que en fait c'est comme avec la scène des Wookiees. T'as une dizaine de mecs qui portent les costumes et après ils leur font jouer chacun leur plein de positions et après ils les démultiplient par ordinateur. Donc pour moi, c'est quand on dit que les clones ils sont entièrement numériques, pour moi non, il y a quand même des mecs, des cascadeurs qui ont fait certains mouvements. Pour moi, c'est comme un jeu vidéo. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, ça coûte plus cher pour moi. Enfin, de mettre un mec en tenue bleue.
et de lui incruster une armure par-dessus avec plein d'animateurs dessus que juste de faire un costume et de lui mettre. Et moi j'ai jamais pour moi les scènes où Obi-Wan parle à Cody, quand Cody enlève son casque et tout, mais je trouve ces plans dégueulasses parce que on voit bien que il y a une tête qui est sur un corps d'image de synthèse, on comprend pas trop pourquoi, et là on n'aura plus ça. Et alors après c'est sûr que quand tu veux faire des grosses planètes, des grands plans, des paysages ou des scènes d'action dans l'espace, là t'as besoin d'images de synthèse. Et typiquement pour le cas des Stormtroopers, t'as pas besoin de faire des images de synthèse. C'était juste George Lucas qui était un peu trop gourmand au niveau du numérique à cette période-là. Et moi, c'est ça que je lui reproche. Pour moi, la menace fantôme, elle faisait encore le bon juste milieu entre images de synthèse et réel. Parce que par exemple, les Podracer, quand ils sont à l'arrêt, c'est des vrais moteurs. Mais quand tu regardes la Revanche des Sith, c'est que des fonds verts et ou bleus partout. Et c'est pour ça que c'est celui que j'ai. Pour moi, la Revanche des Sith, tout le monde crie au chef-d'œuvre visuel, mais pour moi, il a très très mal vieillir ce film. C'est vrai que je reconnais, il y a énormément de plans foireux, autant dans l'attaque et dans la Revanche des Sith. Tu les vois à des kilomètres que c'est des images de synthèse. Moi, après, ça me dérange pas plus. Mais honnêtement, ce qui me dérange plus dans la com que fait Disney, c'est vraiment cette espèce de bashing qu'ils font sur la prélogie. Je suis d'accord, ils y vont un peu trop. Comme s'ils essayaient de la renier. Voilà. Et on la renie pas, mais on n'en parle plus, quoi. On parle qu'on fait quand ils font des références à des films, ils font référence qu'à la trilogie, ils font plus référence à la prélogie. Et c'est aussi un peu ça d'enlever aussi dans la communication le numéro de l'épisode. C'est maintenant pour eux chaque film. J'ai pas trop compris pourquoi ils veulent enlever le nom de l'épisode dans le. Si, c'est parce que en fait ils ont peur que si tu mets épisode 7, t'as des mecs. Ouais, les gens croient qu'ils disent on va j'ai pas vu les 6 d'avant, quoi. Je vais rien capter, tu vois. C'est ça la logique. Bon après c'est un détail. Ça j'y crois. Mais qu'ils le rajouteraient dans la version DVD. Ils vont le mettre forcément au début du déroulant. Voilà. Du moment que c'est dans le défilant bleu jaune, c'est l'essentiel. Tu peux lui dire qu'il est allé voir le 7. Voilà. Non mais après c'est un film, l'épisode 7 c'est un film qui est conçu pour se suffire à lui-même, pour être un nouveau point de départ, je veux dire. Ça peut être un point d'entrée dans la saga pour les nouveaux fans. Ils s'y perdront pas, je pense. Pour relancer toute la machine. Voilà. En même temps le mec qui a jamais entendu parler de Dark Vador et de Luke Skywalker. Il vit dans une grotte. Bon courage pour aller au cinéma. Il vit dans une grotte. De toute façon, les cinémas. Il a intérêt à pas bouger une oreille. Ils sortiront sur Star Wars 7. Je veux dire, même Harry Potter, ils l'ont sorti sous Harry Potter 8 alors que c'était 7 partie 2, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut être honnête. C'est bête et méchant, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait le tour sur ça, Céline? Tu as encore quelque chose à nous dire? Eh bien, je vous propose de faire soit une petite. Il y avait aussi un petit truc. Aussi que Kasdan il en a profité pour introduire son fils dans les scénarios. Ça c'est dans le spin-off. Ouais, c'est pour Rogue One. Du coup ça faisait partie du package, quoi. On n'a pas parlé non plus des noms des personnages. Oui, effectivement, tu fais bien de me le dire. Donc on enchaîne donc Céline avec le nom des personnages et leur origine pour certains. Alors, J.J. Abrams est revenu sur l'origine de certains noms. Alors, on en avait déjà un petit peu évoqué la semaine dernière. Pour Finéré, il a simplement dit que on n'avait pas donné de nom de famille et c'était bien fait exprès. Donc, il laisse le suspense sur qui est de la famille de qui éventuellement. Wow, quel suspense. Pour BB-8... c'est juste qu'il a une forme de 8, quoi. Donc, la forme du B, la forme du 8, ça lui a fait penser BB-8, voilà. Tout simplement. C'est tout bête. Poe Dameron, notre pilote en tenue orange, en fait, c'est le nom d'une de ses assistantes qui s'appelle Dameron, comme ça. Et ça lui a valu d'être un grand sourire de la part de son assistante. Tu m'étonnes, moi j'aimerais bien qu'on... elle va devenir célèbre. Elle était contente. Non, mais c'est vrai que Dameron ça fait très Star Wars en plus. Donc, Pour Poe, il suppose qu'il a été quelque part influencé par l'ours polaire de sa fille qu'elle appelle Poe. Donc c'est pas le Teletubbies, Non. Pour le général Hux, il n'arrive pas à se rappeler, mais il sait que du coup il en a profité pour dire que en général sur les noms, des fois ils allaient se balader dans un cimetière pas très loin
Et du coup, comme ça, ils regardaient un petit peu les noms sur les tombes et ça leur donnait des idées de noms. Ça fait super morbide quand même comme idée. Ouais, et c'est comme ça. Bon, c'est un personnage méchant, donc à la rigueur ça va quoi, mais... En même temps, se nourrir du passé, pourquoi pas. Hein. Et pour Phasma, c'est une référence au vieux cinéma d'horreur avec le film Fantasme. C'est un film pour lequel il avait déjà embauché l'acteur principal pour jouer dans Alias. Donc il doit être bien fan. Donc voilà, Phasma, c'est un fantasme. Parce que le côté fantasme de l'actrice, peut-être en parler quoi. Oh là là. Ouais, on fantasme pas trop. C'était la remarque sexiste de Thomas. Complètement. Et je pense que c'est pas forcément fantasme dans le sens. Oui, non, mais j'avais bien compris. Hein. On l'entend. Donc merci Céline pour toutes ces infos sur les noms. Maintenant, voilà, je pense qu'on va regarder les personnages d'une manière différente. Et on va parler d'un autre nom bien connu qui est Solo. Et c'est Thomas qui va nous en parler parce qu'on avait aussi un article dans ce magazine consacré au spin-off sur Han Solo. Et c'est Kathleen Kennedy qui nous en parlait. Et ce qu'elle nous en dit, donc, c'est ce spin-off qui est attendu par les fans, hein, qui devait finalement à la base être le 3e spin-off, puis qui s'est trouvé être le 2e spin-off. Donc il était un petit peu avancé. Ce qu'on nous dit sur cette anthologie Han Solo, c'est que du coup on va pas raconter un film qui n'intéresse pas les gens, donc c'est bien de nous le préciser. Hein. Au cas où ils disent ils nous fassent un film, non, mais c'est pas intéressant. Regarde les 4 fantastiques. Donc ça c'est bien. Et on nous dit également qu'on va pas s'intéresser sur des petits détails, mais plus sur ce pourquoi le personnage est comme il est. Donc quand on va parler de sa jeunesse, par contre ils ont dit ce qui va forger le personnage. Donc quand on était dans l'ancien univers étendu avec Han Solo, la jeunesse d'Han Solo, elle remontait assez tout jeune. Enfin elle remontait tout jeune. Il y avait une trilogie en fait. Et là on nous dit que directement on attaquerait le film avec un Han Solo qui aurait entre 18 et 20 ans, puisque c'est censé se passer une bonne dizaine d'années avant le A New Hope. Donc du coup il va falloir trouver l'acteur, donc pas facile parce que pour trouver un mec de 18-20 ans qui a le charisme d'Han Solo, je pense qu'on risque forcément d'être déçu. C'est surtout que l'acteur aujourd'hui il a 13 ans quoi. Ouais. Exactement. L'acteur qui va jouer Han Solo, il a 13-14 ans aujourd'hui. Un acteur de 15 ans pour jouer Spider-Man, souvent il en a 25 quoi. Bon, les mecs ils trouvent un acteur de 18 ans mais ils sont pas regardants. Faut qu'il fasse jeune. Voilà, il faut qu'il fasse jeune, on est d'accord. Donc ils sont actuellement en train de chercher plusieurs événements dans la jeunesse de Han Solo qui vont forger le contrebandier. Donc c'est-à-dire qu'en gros on n'apprend rien. En gros ils sont en train de définir un peu ce que va être le scénario. Merci quand même. En fait ils écrivent le scénario. Voilà exactement, c'est ça. Donc en gros là on peut faire des petites spéculations mais qui ne mèneront certainement à rien. Est-ce qu'il aura ce passé d'ancien agent impérial, enfin pas de pilote impérial pardon, là où il a appris à devenir un bon pilote, on pourrait dire entre guillemets. Est-ce qu'il va délivrer Chewbacca de l'esclavage? Est-ce que tous les gros points classiques qu'on voyait, est-ce qu'il théoriquement il devrait à nouveau perdre le Faucon Millennium auprès de Lando? Non, le gagner, pardon. Excusez-moi. Le gagner, tu veux dire. Ça c'est canon. Parce que du coup ça c'est canon puisqu'ils en parlent dans les films. Mais les autres éléments, il y a des chances qu'ils les enlèvent. En même temps, on a remarqué qu'ils aimaient bien aussi aller piocher des idées vraies, enfin des idées de base de l'univers étendu, pardon, et non pas des idées vraies puisque tout est rasé pour s'inspirer. Donc on peut imaginer qu'il y a fort à faire. Et sur l'ensemble du film, on nous dit que si Rogue One va plutôt être la première anthologie de Star Wars, va plutôt être dans un ton très sombre, très dur, etc. A priori peut-être même violent. Et bien là, ce sera plutôt décontracté. Ce sera plutôt une comédie aventure dans le style Han Solo, peut-être un peu plus comédie familiale, alors que Rogue One. Un peu Gardiens de la Galaxie, je pense. D'ailleurs, moi je sais pas vous, mais les Gardiens de la Galaxie, ça m'a énormément fait penser à Star Wars pour certains côtés. Ouais, voilà. Le personnage de Star-Lord est calqué sur Han Solo, donc. Pour moi, c'était un mélange de Indiana Jones et de Star Wars, quoi, mais dans l'idée. D'ailleurs, Chris Pratt, il est casté pour faire Indiana Jones. Bon allez, on vous le dit. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une. Ça c'est ce qui est dit. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste un fantasme des internautes. De Indiana Jones. Il y a beaucoup de fantasmes. Indiana Jones,
Bah après, si t'écoutes les rumeurs sur internet, hein, Chris Pratt il est Han Solo, il est Indiana Jones, Chris Pratt il est partout. Non mais Han Solo c'est pas possible, il est bien trop vieux, il est encore plus vieux que Han Solo, il avait quoi, 33 ou 35 et Chris Pratt il les a déjà. Surtout que maintenant, il était beaucoup dans les rumeurs Chris Pratt, mais maintenant il est out totalement à partir du moment où on sait que Han Solo aura entre 18 et 22 ans. Et donc du coup, ils vont pas mal insister donc du coup sur ce côté humoristique puisque c'est un peu son grand sens de l'humour qui l'a rendu célèbre. Et puis on nous dit enfin que Lawrence Kasdan donc qui pouvait écrire plusieurs films anthologies et que lui il a choisi Han Solo parce que c'était son personnage favori, ce qui rejoint finalement ce qu'on a dit sur Lawrence Kasdan juste avant. Voilà, donc... Et il a casé là aussi son fils pour faire le script de ce spin-off. Personnellement, moi c'est le film que je sens le moins pour l'instant. Non pas... Ouais, pareil. Han Solo, c'est Harrison Ford pour moi. Que ça m'intéresse pas la jeunesse parce que j'avais adoré moi la trilogie en roman là de Han Solo. Enfin ils appelaient ça Han Solo d'ailleurs sur les couvertures VF. Ouais. J'avais adoré, mais le voir en film, rien que le fait qu'il n'y ait pas Harrison Ford, je trouve ça casse-gueule. Et le gros bonus que je trouve de Star Wars, dans l'univers Star Wars, c'est qu'il te change pas l'acteur d'un film à l'autre, ou que quand c'est des séries télé, ils peuvent le faire en synthèse. Et là, ça va être la première exception à la règle, je trouve ça dommage. Bah, c'est quand il y a un écart de 10 ans, mais je pense que j'espère que Han Solo aura plus 18 ans que 22 ans. Parce que 22 ans, ça va être trop rapproché pour au niveau physique, il y aura une vraie différence quoi. Tandis que s'il a 18 ans, Han Solo dans New Hope on a 29, donc il y a 11 ans de séparation. Là, à la rigueur, tu peux expliquer pourquoi c'est pas le même acteur. Mais je pense que ça aurait fait une excellente série animée, la force de Han Solo. Et alors après, je me posais une question, moi. Justement, comme Star Wars, les films Star Wars ont souvent été à la pointe de la technologie. Maintenant, ils ont la possibilité de prendre un acteur et de lui changer ses traits. Alors, il y aura pas les performances d'acteur, mais au moins lui changer ses traits pour qu'il ressemble plus à un personnage. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pas l'occasion d'utiliser ça à ce moment-là? Ça pourrait être cool. Bah, je pense qu'ils sont pas trop là-dessus, vu qu'ils arrêtent pas de dire qu'ils font pas trop d'effets spéciaux. Ça m'étonnerait. Surtout en plus les exemples de technologie comme ça qui me viennent à l'esprit, c'est Michael Douglas dans Ant-Man où je trouve que l'effet était très bien fait. Mais je vois surtout les ratés au niveau de Capitaine Picard dans X-Men et Magneto, pareil, jeune dans les X-Men. X-Men 3. Voilà, dans X-Men 3. Donc honnêtement, cette technologie-là, avec parcimonie les enfants. Hein. Sauf si c'est bien utilisé. De mémoire, dans Terminator 4, ils avaient bien fait un Charcy en jeune justement comme ça. Ils ont pris en fait le corps d'un haltérophile, je crois, qui lui ressemblait. Ils ont collé sa tête numérique qu'ils avaient déjà pour Terminator 4. Ouais, donc pour Terminator 4, c'est comme ça qu'ils ont fait le truc et ils ont recommencé le même principe. C'était pas si vilain. Ouais. J'en ai pas un souvenir mémorable. Non mais moi j'y crois pas trop à cette option parce que va faire la promo d'un film en disant notre acteur principal, vous voyez pas sa tête, vous voyez la tête d'Harrison Ford qu'on a fait plus jeune. Et donc juste au niveau de la communication, c'est pas. Ça le fait moyen. Ça. Mais faudra qu'on y croie. La grosse difficulté de ce film, c'est qu'on y croit tant sur le physique que sur les performances d'acteurs, le naturel, l'attitude. C'est super dur. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire un solo vraiment le plus jeune possible. Et puis le mec a placé la barre tellement haut en termes de tout quoi. Bah il la crée quoi. Bah c'est simple. Ça va être super dur de trouver raccord. Hein. Donc, mais après tu peux faire aussi un caractère totalement différent d'un Han Solo, genre un Han Solo qui déboule droit dans ses bottes tout frais à l'Académie impériale par exemple, ce qui garderait une partie de l'enfance, enfin de la jeunesse qu'on connaît, et puis qui se rend compte petit à petit quel bordel c'est l'Empire et qui se met à changer petit à petit et qui finit par se barrer de là parce qu'il supporte plus tout ça. C'est pas non plus obligé qu'ils reprennent toutes les mimiques et toute l'attitude qu'a fait Harrison Ford. Parce que, non mais pas tout, j'entends bien, oui, puisqu'il aurait évolué le personnage, mais il faut qu'on y croit quoi. C'est un ensemble après. Oui, mais il y a y croire et y croire avec de la logique derrière. Oui. Si tu me racontes la jeunesse d'un mec et tu te rends compte qu'en fait il a toujours été le même,
je vois pas d'intérêt à faire un film là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il pourrait passer voir de l'évolution d'un gars à indépendant et ensuite dans la trilogie originale d'indépendant à rebelle. Mais faut quand même que tu reconnaisses le personnage, faut que tu retrouves. S'il est trop éloigné, ça peut choquer, quoi, tu vois. Faut que l'histoire soit assez bonne et le scénario assez bien et l'acteur assez bon pour qu'on oublie que c'est Harrison Ford. Ça fait beaucoup de si, je trouve. Tu vois, ça fait tellement de si que je trouve ça vraiment casse-gueule. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, tout à l'heure, tu parlais justement de est-ce que ça va être que l'UE va être respecté dans les grandes lignes ou pas. Je vais faire un tour de table, savoir voilà quels événements de la vie de Han Solo dans sa jeunesse vous voudriez voir dans ce film-là. Donc Céline, qu'est-ce que tu voudrais voir toi? Moi, je voudrais rien voir parce que je pense que s'ils veulent absolument caser des trucs dans le film, ça va être une catastrophe. Ils vont se casser la gueule. Mais je suis sûr qu'ils vont caser la rencontre avec Chewbacca. Oui, ouais. Mais si, il la faut, la dette de vie avec Chewbacca, là, ça c'est génial, ça explique. Pareil, faut expliquer. Je pense aussi, il y a ça, à mon avis, peut-être. Il y a un truc, c'est ça, quoi. Ouais, je pense que la rencontre avec Chewbacca, c'est ça, et puis la partie avec Lando pour le faucon. C'est ça. Ah, voilà. Ça, je pense que c'est deux éléments qu'on va forcément, à mon avis, voir là-dessus. Moi, je verrais bien la fin du film. Il chope enfin le faucon et puis il s'envole vers d'autres cieux pour faire il les gagne à la fin, quoi. Contrebandier puis faire des crasses, quoi, tu vois. Ou alors ça se termine, il rencontre Lando, il fait tiens, t'as pas envie de faire une partie de cartes, et là on voit le faucon derrière et voilà, bim. Ouais. Ce genre de truc comme ça, il s'assoit ou tu sais t'as une mini éclipse pour arriver à cette scène de fin là. Où tu les vois autour de la table, où tu vois que c'est la partie longue, et puis tu vois Lando qui met très sûr de lui et qui limite, mais on va un peu je mise le faucon, comment ça s'appelle, le film s'arrête, tac. Mais on va augmenter les mises, et puis parce que s'il a 18 ans, est-ce que Lando c'est possible qu'il soit déjà ils ont le même âge, propriétaire d'un faucon Tu vois, parce que du coup il est pété de thunes, Lando, quoi. Donc et puis tout le monde est précoce dans Star Wars, hein. Regarde, à 10 ans tu gagnes une course de pod racer. Donc... Pardon, j'avais oublié, j'avoue. Non mais peut-être que après Lando, on sait pas vraiment son âge, il a peut-être il a le même âge qu'Han Solo environ, mais toi il a peut-être 2-3 ans de plus que lui, ce qui lui permettrait d'avoir son permis spatial, quoi. Anakin à 5 ans, il a monté un robot soi-même lui-même, donc bon un robot et un pod racer. Donc Lando, s'il est pété de thunes, s'il a du bagou, ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà une bagnole. Justin Bieber, il a déjà 4 millions de bagnoles. Il y a pas de raison. C'est pas une bagnole, c'est le Faucon Millennium. Et après, il y en a deux autres que j'aimerais bien voir, c'est Jabba et Boba Fett. Parce que Jabba, faudrait savoir... Moi, j'aimerais bien qu'on ait le début de la relation entre Jabba et Han Solo. Bon, Jabba serait pas le méchant pour le coup, parce que ce serait l'employeur. Mais voilà, comment il a rencontré Jabba. Et d'où est née cette rivalité qu'il y a entre Boba Fett et Han Solo. Ouais. Qui est... Techniquement, dans les films, elle est sous-entendue dans les films, hein, mais elle est pas très explorée. Donc si là, on pouvait avoir les débuts de la rivalité avec Boba et Han, ça serait pas mal. Et puis même, je pense que Jabba, faut le voir. Expliquer dans quelles conditions il lui prête de l'argent, etc. Et qu'il lui dit, je vais te rembourser, mais qu'à la base, ils sont potes et tout. Et oui, j'allais dire, si on pouvait avoir le Kessel Run qui gagne, mais bon, s'il a pas le faucon tout de suite, on va peut-être pas le voir. Là, le film, il durerait 4 jours. Et puis là, c'est trop du fanservice aussi après, là. C'est ça. Tu vas pas faire une scène par réplique que t'as entendu dans la trilogie originale. C'est ce qu'elle a dit, elle veut pas que ce soit du point de détail, c'est peut-être ce qu'elle entendait par ça. C'est que s'il y a un truc, mais c'est pour ça que je pense que c'est surtout la rencontre avec Han Solo, non. C'est la rencontre avec Chewbacca qui va être le truc le plus important de ce film-là. Disons que si c'est pour voir du détail, il faut regarder un Lego Star Wars, quoi. Ou après ils font ça dans le nouvel univers étendu, quoi. Non mais ils le refont, c'est sûr. Ouais. Dans Han Solo 4. non, parle pas de manière. Monsieur le fou. On va attendre Boba Fett 1 avant. Une fois qu'ils auront trouvé un acteur et que ça passe, c'est sûr ils vont faire plusieurs. Pour Boba? Non, pour Han Solo. Pour n'importe qui, tu lui mets un casque sur la tête. Ouais. C'est un clone, c'est pas n'importe qui. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, je suis pas pressé de voir l'acteur, parce que je pense que s'il faut un acteur qui colle à l'âge, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il a pas l'âge encore. Donc, et il a même peut-être pas débuté sa carrière d'acteur. Donc, ça dépend. N'empêche, c'est en 2018, hein. Ouais, mais quand est-ce qu'il commence le tournage? 2016, non? C'est vrai qu'ils vont pas trop tarder. Ouais, peut-être pas 2016, peut-être 2017. 2017, j'y ai. Ça va aller vite. Fin 2016, alors. Après, ils sortent au mois de mai, les films, hein. Donc, ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Tu as raison. Ça va aller vite, hein. Ouais.
Allez, octobre 2016. On est tous d'accord. On en reparlera dans un an, du coup. Exactement. Voilà. T'avais autre chose à dire sur ce spin-off, Thomas ? Non, bah moi c'est bon, on a fait à peu près le tour là. Et ben voilà, donc on va passer maintenant au D23. C'est la grosse convention Disney. C'est un peu l'équivalent de Star Wars Celebration, mais pour le groupe Disney en général. Donc les films Disney, les Pixar, les films du genre Pirates des Caraïbes, Marvel. Les Marvel, et bien sûr, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Star Wars. Et c'est Sylvain qui va commencer avec l'annonce justement du réalisateur de l'épisode 9. Alors, qui c'est ? Alors, c'est le merveilleux, le formidable, le sublime Colin Trevorrow. C'est lui qui a réalisé Jurassic World. Voilà. Et ben merci Sylvain, on va passer. Et voilà. C'est... Comment vous dire ? Alors, je sais que ce film a fait un carton au box-office, mais moi, il m'a pas plu du tout. Et le Colin, là, ça a surtout l'air d'être un yes man. Donc, un type qu'un studio engage juste pour tenir... Pour manipuler, quoi. Pour manipuler la caméra. Et ouais, c'est ça. Et je le sens pas. Honnêtement... Jurassic World, il a peut-être fait un carton box-office, mais pour moi, c'est une bouse infâme. Donc là, l'épisode 9, pour moi, il est parti, il vient d'exploser en vol. C'est pas possible autrement. Voilà, j'ai pas les mots tellement c'est voilà, c'était dit, il y en avait plein d'autres, quoi. Mais là, non. Steven. Ils peuvent encore le virer, hein. Ils ont bien viré Josh Trank au final. Oui, et t'as vu le résultat, donc bon. Bah oui, donc ça se trouve ils vont bien le virer. Bah honnêtement j'espère, parce que bon j'ai rien contre le gars en particulier, mais sur le réalisateur non. Faudrait que Colin Trevorrow refasse un film 4 Fantastiques, puis comme ça on pourrait à nouveau changer de mec. Bah moi j'ai adoré Jurassic World, donc j'ai rien contre Colin Trevorrow, c'est juste que j'aurais préféré que J.J. Abrams revienne. Mais c'était la rumeur qui d'ailleurs était un peu lancée au départ. Hein. C'était même ce qui était prévu, enfin bon, maintenant c'est Colin et il faudra faire avec, donc j'espère que ce sera pas tant yes man que ça, et qu'il va pouvoir apporter quand même des idées et les défendre. Après, et pourquoi ils l'ont pris ? Il a quoi comme référence, comme bon film ? Bah Jurassic World, qui a fait des sous. Voilà, qui a fait des sous. Ça. Après, c'est vrai que Disney s'est dit ça. Le truc, c'est pas non plus lui qui va être au scénario, puisqu'il y a l'équipe de scénario du Story Kasdan et compagnie. Ouais, il y a plus Kasdan. Donc de côté histoire, j'ai pas de problème. C'est plus vraiment la mise en scène que je trouve plan-plan. Puis c'est pour voir Rey et Leia courir tout le film avec des talons hauts, et puis qu'un personnage porte les habits d'Anakin épisode 2, non, je vois pas l'intérêt, quoi. On a un auditeur qui avait agi là-dessus sur Star Wars Express, SWD Express, pardon. Et c'est Vivien R qui dit que il est content parce que Trevorrow a montré pour Jurassic World qu'il savait respecter une saga historique et lui rendre un hommage judicieux tout en apportant des idées neuves et une histoire intéressante sans être insultante pour les fans. Donc voilà, l'idée c'est peut-être juste de respecter le canon qui va être mis en place dans le 7-8 quoi. J'avais lu le sous-commentaire à Vivien R justement, et je m'étais dit que pour lui, mais je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé le Jurassic Park 4. Et j'ai eu mais il y a plein de gens qui ont aimé. Moi j'ai pas aimé, j'ai trouvé c'est pas des références qu'il fait, c'est juste c'est des scénaristes qui ont aucune idée. Donc tiens, on va mettre, pour faire une référence au premier Jurassic Park, on va juste prendre un acteur, on va lui coller un t-shirt avec le logo du premier Jurassic Park. Oh tiens, on a des personnages, ils sont perdus au milieu d'une part. Et si on les faisait arriver dans les anciens locaux de Jurassic Park? À un moment, faut arrêter. C'est des bonnes idées pour moi. Non, c'est tout pourrave. Ouais. Comment t'expliques que les bâtiments ils sont encore là? Ouais. On n'est pas là pour débattre de Jurassic World, on va se recentrer sur le sujet. Voilà. C'est ça, mais en tout cas, moi je le sens pas. Je sais pas. On va revenir sur Star Wars un peu. On peut remarquer aussi que ça rajeunit aussi l'âge des réalisateurs. S'il a 38 ans... Ouais, il est jeune, ouais. Et quel âge aura-t-il au moment de la réalisation ?
Ouais, c'est. Bah, il en aura rapide, 39. c'est 39, Ouais, 40. Bah, il fêtera ses 40 ans sur le plateau, voilà. Bon anniversaire, Colin. Vous avez d'autres choses à dire sur ce choix? Est-ce que ça vous a surpris ou... Non, moi je suis un peu comme Sébastien. Alors après voilà, hein, je suis pas en train de dire qu'il est nul ou que Jurassic Park est nul. C'est pas ce que j'attendais. Moi, le Jurassic Park, juste très rapidement, ce qui a manqué, j'ai trouvé que c'était assez peu profond et pas. Enfin, c'était un bon. Ça m'a fait penser un peu à du Bioman ou tu sais des films de japonais où tous les gros monstres se tapent sur la gueule. Tu sais pas trop pourquoi. C'est sympa, c'est un bon popcorn, mais pour moi Star Wars c'est pas juste un bon popcorn quoi. Ouais, je comprends. Enfin, faut qu'il y ait de l'âme dedans. Voilà, quoi. exactement, c'est l'âme qui manque quoi, c'est tout. Ce qui aurait été sympa, c'est Guillermo del Toro ou un truc comme ça. Ah bah lui il a un univers trop tranché parce que je pense qu'il a un univers bien à lui. C'est comme Tim Burton, tu vois. Il est parti sur Hellboy 3 non lui non? Ouais, ça c'est un peu un serpent de mer Hellboy 3. Mais voilà, moi je pense qu'il faut des réalisateurs bons qui ont leurs pattes mais qui ont pas trop un style visuel trop à eux parce que Star Wars ça doit rester quand même relativement relativement neutre quoi. Et cohérent. Donc que chaque réalisateur apporte ses idées, un peu de sa tonalité, c'est normal parce que c'est aussi un peu leur film. Mais après, faut que ça reste cohérent dans un ensemble. Donc c'est pour ça qu'un Tim Burton. On aurait eu le squelette de Dark Vador avec Tim Burton, on aurait été bien monté. Non, mais en même temps, Tim Burton, il est capable de s'adapter. Enfin, entre la planète des singes et le dernier là, le Big Eyes. Big Eyes, ouais, ou Big Fish. C'est très différent. Je trouve qu'on aurait Big War. Classique, j'ai envie de dire, avec Johnny Depp. En les classant tous comme ça. Ouais, non, j'aime bien Johnny Depp, mais pas dans Star Wars. Pour moi, là, le Colin, c'est comme si tu m'annonçais en gros que Michael Bay va réaliser un Star Wars. Michael Schumacher allait se remettre à Batman. C'est ça, je me tape la tête contre les murs. Non, mais faut attendre déjà d'avoir le 7, faut attendre de voir le 8. Ouais. On a le temps. J'espère que le mec il va déclarer forfait, que il va avoir un accident de voiture, Bah après, niveau com, virer 2 réalisateurs, ça va faire un peu bizarre, parce qu'ils l'ont déjà fait une fois. S'ils le font une deuxième fois, c'est pas très bon pour eux, quoi. Ouais, c'est Disney, ils peuvent tout se permettre. Ouais, mais après ça veut dire, bon, finalement, c'est pas si bien tant que ça choisir nos réalisateurs, quoi. Ça, c'est sûr. Donc ça peut être un aveu de faiblesse, quoi. Peut-être, ouais, mais s'ils ont choisi ça un bien meilleur, moi j'appelle ça un mal pour un bien. Quoi. Oui, parce que regarde pour le deuxième spin-off qui devait, enfin pas Han Solo, l'autre, hein, ils l'ont bien changé, hein, quand ils ont senti que ça sentait le boudin. Hein. Ouais. Mais après regardez aussi pour J.J. Abrams, à l'annonce de J.J. Abrams, il y avait plein de gens qui crachaient sur J.J. Abrams. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins quand même. Maintenant, ils crachent plus sur J.J. Abrams, ils se tripotent sur J.J. Abrams. Moi, je vais vous dire, le sentiment que j'ai eu, c'est pour faire une comparaison, ça m'a fait exactement la même chose que quand ils ont annoncé le réalisateur Brett Ratner sur X-Men 3. J'étais super fan des 2 premiers X-Men de Singer, et quand ils ont dit il y a Brett Ratner, j'ai vu les trucs qu'il avait fait avant, c'était Rush Hour et compagnie, je me suis dit waouh, ça sent mauvais, et ça avait été une grosse déception quoi. Ouais, on est d'accord. Et depuis le début, tout le monde le disait, ça va planter, ce sera pas ce sera plus l'esprit de Singer, et boum, ça a planté. Enfin, ça a été le meilleur au box-office, hein, bien évidemment. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. Mais voilà, pour moi, le meilleur capitalisé sur les autres. Ouais. Enfin, en même temps, le deuxième était. Enfin, pour moi, le premier c'est vraiment le meilleur. Pourtant, c'était bien Singer. Pour moi, le deuxième c'est inégalable quoi. Enfin, de toute façon, les 2 premiers sont largement au-dessus du troisième, juste parce que, à mon avis, ils ont changé de réalisateur quoi. Enfin, là, on repartira sur une base 3 réalisateurs pour une trilogie, comme c'était le cas pour la trilogie originale. Donc voilà, on repart un peu sur les anciennes bases, on va dire. Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter sur Colin ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Mais peut-être qu'on s'est trompé, hein. Peut-être qu'en 2019 on dira pouah les gars. Ah, c'est possible. Bah moi j'en suis sûr. Hein. Moi j'ai absolument rien contre Colin Trevorrow, si ce n'est que j'aurais préféré un retour de J.J. Abrams, donc ou un Star Wars fait pas Spielberg, mais voilà. On verra bien. Faut pas assassiner quelqu'un avant qu'il ait fait le film. Non, mais moi je fais juste part de mes sentiments, quoi. Voilà, je dis pas que ça va être mauvais. J'espère me tromper. Moi, je suis pas déçu, mais je suis pas content non plus. Voilà, je suis neutre un peu. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième grosse annonce de la D23, qui était le casting de Rogue One dévoilé. Thomas, tu vas nous en dire plus. Alors effectivement, le tournage de Rogue One donc a commencé. On a eu déjà une première photo où on a l'impression de voir un groupe de rebelles en fait
puisque à l'époque, puisque c'est pré-épisode 4, on les appelle encore des rebelles, hein, et non pas des résistants. On a l'impression qu'ils sont dans une base, hein, où ils ont des vaisseaux, des armes, etc., des pièces. On a une photo de groupe justement qui nous montre déjà 5 acteurs. L'ambiance montre. Enfin moi. Du coup, c'est assez sombre, hein, c'est assez sympa. Les personnages ont des bonnes têtes assez badass, alors que justement certains acteurs le sont pas forcément. On commence tout d'abord. La première actrice qu'on a, celle-là, elle était déjà annoncée depuis un moment, c'est Felicity Jones. Donc c'est une actrice britannique. Il y a très peu d'Américains d'ailleurs. C'est une actrice britannique qui a 31 ans. On pourrait dire, dites-moi jeune, hein, ça va encore pour l'instant? Ça va, la trentaine. Donc du coup, je sais pas si vous certains l'ont vu dans certains films déjà. Moi, je l'ai vu dans le film sur, une fabuleuse histoire du temps. C'est le biopic sur Stephen Hawking et il a joué très très bien. Donc moi, j'ai tout de quoi. Là, on l'avait dans un tout autre registre, donc c'est pas plus mal. J'attends aussi dans le Spider-Man 2. Hein, Spider-Man. Ouais, c'est plus anecdotique comme rôle là. C'est un peu une bouse, hein, le Spider-Man 2 de toute façon. Donc du coup voilà, moi je trouve ça pas mal quoi. Sur la photo, elle a l'air de bien poser. Ensuite, on a un Mexicain en fait qui s'appelle donc Diego Luna, qui lui a 35 ans. On le voit sur la photo, il a une espèce de petite moustache ou barbichette. Donc du coup, il a l'air assez cool aussi, quoi. Ensuite, le suivant qu'on a, on a 2 asiatiques, hein, des Chinois d'ailleurs. Donnie Yen, pardon, c'est, on pourrait dire un genre de nouveau Bruce Lee, quoi, un de ses successeurs. Hein. Lui, par contre, il a 52 ans. Donc il est pareil, il fait assez badass, hein, sur la photo. Que je ne me trompe pas, c'est celui qui a les grands cheveux, c'est ça? Sur la photo. Celui qui est debout. Ou alors celui qui est assis. Du coup, sur les autres photos que j'ai trouvées sur internet, on avait du mal à les distinguer, hein, donc il y a 2 Asiates à droite, hein, c'est un des deux, quoi. Ensuite, on a donc lui, pareil, je trouve qu'il a une bonne gueule aussi. On a Jiang Wen qui a aussi 52 ans. Apparemment, et lui il est réalisateur, scénariste et producteur en même temps. Du film ou Non. Ah bon. Il y a plusieurs fois. Donc ça veut dire que ça doit être quand même une certaine pointure. Hein. Les films qu'il a fait, par contre je les connais pas, donc je sais pas si certains l'ont déjà vu tourner. Pas du tout. Là d'autres, ça me dit rien. Donc ensuite on a encore un Britannique de 32 ans qui s'appelle Riz Ahmed. Et c'est un rappeur britannique d'origine pakistanaise. Un acteur rappeur britannique d'origine pakistanaise. Et il jouait dans Night Call avec Jake Gyllenhaal. Et il jouait très très bien. D'accord. Donc j'entends les films, hein, que vous avez pu voir, donc qui pourraient confirmer que vous les avez bien aimés. Alors ça c'est pour les acteurs qui sont sur la photo. Après on a un autre acteur qu'on voit pas sur le tournage, donc on a du mal à imaginer. Alors peut-être que ce sont justement peut-être ce sont des méchants, peut-être ce sont des aliens, on a aucune idée. Alors on a Ben Mendelsohn. Donc un grand blond qui joue dans un film qui s'appelle Bloodline. Et puis il a joué surtout dans The Dark Knight Rises. Et il joue Doggett Daggett, c'est l'homme d'affaires qui essaye de faire tomber Bruce Wayne et qui se fait tuer par Bane, jeté dans une poubelle. D'accord, j'ai pas reconnu alors. Voilà, qui jouait un méchant. Alors par contre, oui, vas-y, non, termine. Non, il est joué aussi dans un autre film où là pour le coup il faisait vraiment un mec super gentil. C'était dans The Place Beyond the Pine avec Ryan Gosling. Bon acteur. Bon acteur, super. Voilà, il pouvait faire aussi il joue aussi bien le mec super sympa comme il joue la grosse enflure. Mais a priori dans Rogue One, ça serait une grosse enflure. Alors on continue avec 2 autres là, qui en parlant de bon acteur et surtout de bonne gueule, on a Forest Whitaker. Donc c'est un blague donc américain, c'est ça, hein, il est américain. C'est ça. Ouais. Et sa particularité, c'est qu'il a un œil qui tombe un peu à la droupie, je sais pas si. Et qu'il a un physique lourd. Et alors lui, je le trouve exceptionnel comme acteur. Moi, je l'ai déjà vu dans des films un peu Ghost Dog.
un peu badass aussi, un peu. Il fait un peu de tout. Pas vraiment connu les films, mais assez. C'est quand même un grand acteur. Il y a il peut le dernier roi d'Écosse. Ouais, voilà. Le dernier roi d'Écosse, c'est majordome. Il a un talent, un talent reconnu. Il a une palette de rôles ultra méga large et moi honnêtement je trouve qu'il a toujours une bonne tête, mais il a un physique d'ours, donc tu sais pas s'il va t'en coller une ou s'il va te faire un câlin. C'est une gueule quoi, le mec c'est une gueule. Mais il a une vraie gueule quoi. Il a une voix toute douce. Moi je l'ai rencontré dans le cadre de mon boulot il y a quelques mois, mais juste avant de savoir qu'il était dans Star Wars, donc j'étais un peu deg, mais il a une voix toute douce, il te rassure, il est tout gentil, il est tout calme, il s'énerve pas. Donc moi je le vois plus dans la peau d'un général rebelle, quelque chose comme ça quoi. Ouais, un peu le. Enfin après il y aura peut-être pas que des rebelles. Moi je l'aurais bien vu en chasseur de primes ou un truc comme ça. Bah après on peut le voir aussi en rôle à contre-emploi. Hein. Ce serait pas. Un enfoiré de première au service de Vador ou un truc comme ça quoi. Ah non, je l'aurais pas. Avec un œil comme ça, il le prendrait pas dans la. Ouais, voilà, dans l'Empire. Non, au contraire, moi je le vois bien en gentil. Je vais être déçu s'il est chez les. En mentor, c'est un peu le Akbar de Rogue One, quoi. Alors, par contre, le suivant, lui, je le vois tout à fait dans l'armée impériale. Mads Mikkelsen, alors, je sais pas si je le prononce correctement. Ouais, à peu de choses près. Qui a joué dans La Chasse, Casino Royale. Hannibal. Qui joue aussi dans Hannibal. Viking. La série télé aussi, ouais. Et alors lui il a vraiment une sale tête quoi. Enfin, non, une sale tête. Non, tu l'aimes bien toi? Il est génial, il est excellent. Tu l'aimes bien? Oui, mais je trouve qu'il a une tête de méchant. Moi. Non, il a la bonne tête pour jouer Hannibal Lecter. Commence pas où ça va mal finir, toi. Tu vas finir en sushi. Et il est danois. Ouais. Il est danois, d'accord. Ça change. Qui nous fait une vanne sur les Danois là pour finir. Ouais, Sylvain. Non, là j'ai rien en tête. T'as rien en stock là? Non, là j'ai rien qui vient. Donc je sais pas vous comment vous le voyez. Moi je le vois vraiment méchant. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai vu des fois dans des rôles de méchant et que je trouve que ça lui va tellement bien? Oui, et puis même quand il l'annonce dans la news de StarWars.com, ils disent qu'il a fait des méchants quoi. C'est un peu. Ouais, donc ça veut dire ça sera un méchant. Attention. Ça donne un peu d'information, mais après c'est peut-être pour brouiller les pistes. Hein. Ça dépend parce qu'il a aussi bien qu'il est énormément connu pour les rôles de psychopathe, de taré de service et autres. Il a aussi fait pas mal de rôles où il a le rôle justement du vieux mentor ou du guerrier qui s'en est quand même pris plein les dents et qui a dans le choc des titans, hein, merveilleux chef-d'œuvre. C'est ça. Ouh là là, qu'il est beau celui-là. Mais voilà, alors honnêtement je sais pas, c'est vrai qu'il a l'air tout désigné pour jouer l'impérial limite Tarkin un Tarkin 2.0 ou un équivalent, mais je serais même pas étonné qu'ils nous le prennent limite à contre-emploi quoi. Bah à voir quoi. Bah, il faut quand même que parce que là quand on s'écoute il y a personne qui va être chez les impériaux. Faut qu'on en trouve quand même 2-3 quoi. Mais non, mais Forest Whitaker il sera un impérial pour faire complètement l'inverse de d'habitude. On en a un dernier, mais alors lui il va jouer juste un personnage en motion capture, donc on imagine un alien hein, donc Alan Tudyk qui a joué dans Can Man, donc je sais pas si vous connaissez. Bon bah du coup effectivement le fait que ce soit un motion capture, bon bah déjà on n'en sait pas grand chose sur sa tête. A priori il peut pas faire partie de l'Empire, donc a priori soit ce serait un des fameux aliens qui représenterait la diversité de la rébellion, soit ça pourrait être un personnage tiers type chasseur de primes ou autre quoi. Vos avis? Moi mon avis c'est qu'il y a un grand absent. C'est Jimmy Smith qui joue Bail Organa. Je ne comprends pas son absence dans ce casting. J'étais sûr de revoir Jimmy Smith en Bail Organa dans Rogue One. Surtout qu'il aurait pile l'âge en plus. Exactement, il avait pile l'âge et tout. Alors après, on aura peut-être une annonce de casting en 2 temps, comme c'était le cas pour le Réveil de la Force, parce que Lupita Nyong'o et Gwendoline Christie ont été annoncés, je crois, un mois et demi plus tard. Donc, où ils le gardent peut-être secret, mais pour moi, un film sur la rébellion, les vols de le plan de l'étoile noire, où c'est Leia qui la récupère, sans Bail Organa, ouais, ce serait une ouais, voilà. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que ce serait étonnant qu'il ait. Ah, puis en plus,
moi je vais vous dire, je me suis fait les Sons of Anarchy saison 7. Dedans, à chaque fois que je le voyais, je me dis putain, pourvu qu'il soit dans Rogue One. À chaque fois que je le voyais prendre une scène, à chaque fois j'y pensais. Et là, de pas le voir, effectivement, t'as bien fait de faire la remarque parce que je me dis, mais c'est presque choquant, quoi. Ouais. Et c'est pareil, à mon avis, bon, a priori Dark Vador sera dans le film, mais alors est-ce qu'ils vont reprendre Dev Proz à mon avis est out. Alors est-ce qu'ils prennent un acteur lambda derrière le masque ou ils redonnent un peu de travail à Hayden, je ne sais pas. Ouais, bon. Non, je pense que là si on met Hayden dessous, c'est du fan service. Ouais, je pense que n'importe qui peut endosser le costume pourvu que t'aies à peu près que t'aies le gabarit. Après, c'est plus à mon avis sur la voix. Je sais pas si James Earl Jones serait partant pour refaire la voix de Vador. Si il parle. Voilà, on le verra, je pense, mais peut-être en hologramme ou par-ci par-là, mais. Ou au détour d'un couloir, il a. Peut-être, on va pas le croiser dans un couloir juste comme ça, je pense. Oh tiens, Vador. Il y aura peut-être juste une scène, tu vois, mais pour montrer. Au fait, je suis là. Sur le pont. Au niveau du crew, il y a aussi Duke Chung qui reprend du service. Et, moi personnellement, ça me fait plaisir parce que l'univers visuel de l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est juste magnifique, quoi. Coruscant, c'est une des plus belles vues de Star Wars. Et après, il y a un truc qui m'a choqué, je sais pas si ça vous a choqué vous, c'est que le film s'appelle Rogue One. Rogue One, ça évoque quoi? Ça évoque les escadrons de X-Wing. Et j'ai pas vu une combinaison orange sur la photo. Et même pire que ça, Kathleen Kennedy a dit que le film allait nous montrer le point de vue de la guerre depuis le sol. Le sol, ouais. Bah oui. Parce que c'est des troupes au sol, ils sont pas en orange, quoi. Bah oui, mais alors pourquoi t'appelles le film Rogue One? J'ai rien contre un film qui parle des soldats sur le terrain, mais t'appelles pas ton film Rogue One, quoi. Je crois qu'ils ont voulu garder le mot Rogue qui nous fait qui est l'une des premières références justement aux soldats rebelles qui se lancent. Peut-être que le Rogue définit une team de soldats et non pas forcément des chasseurs, quoi. Mais pour moi c'était Rogue Squadron, tout la chine. Mais après Rogue, ça peut être traduit. C'est quoi aussi en français la traduction de Rogue? C'est rebelle, un Rogue c'est un rebelle. Donc à mon avis c'est peut-être plus de ce point de vue-là qu'ils ont pris le mot Rogue One, quoi. Mais bien sûr qu'ils font un rappel de Rogue Squadron, quoi. On est d'accord, mais moi j'avais avec un nom comme ça quand ça a été dévoilé, quand le nom a été dévoilé, quand le teaser à Célébration était dévoilé, mais je me faisais déjà des films avec des batailles spatiales mais géniales avec les X-Wing et les tailles et tout, et au final j'ai l'impression qu'on va juste les apercevoir du point de vue des soldats du sol, et ça va me décevoir énormément. Ah non, moi je préfère ça. Mais j'espère au moins qu'on va bien les voir dans le hangar rebelle. Mais si ça se trouve, les mecs utiliseront des X-Wing pour leur déplacement, pour des. Mais j'aimerais bien voir quand même. Enfin, pour moi, il doit y avoir une bataille spatiale dans un Star Wars. Donc, mais bon, d'un côté, t'allais pas appeler le film l'équipe des pauvres gars qui vont réussir à choper les plans de l'étoile de la mort, mais qui vont tous mourir avant la fin du film. Ou les Expendables de l'espace, quoi. C'est ça. Ça fait un peu Expendable la photo quand même. C'est ça, c'est le principe de Rogue One, c'est ça, quoi. C'est une équipe, tu sais que les mecs, même s'ils ont l'air d'être bien badass, d'en avoir vu des vertes et des pas mûres, ça m'étonnerait qu'il y en ait un seul qui survive d'ici la fin du film. Ouais, mais là je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je pense qu'ils vont tous y passer. Même le gars qui me fait penser au maître, au général dans les 2 jeux vidéo là avec Starkiller. L'acteur qui est assis à droite là, donc l'un des asiatiques, il me fait penser à lui. La bataille spatiale, c'est épisode 4, quoi. C'est vrai. Mais il y a eu peut-être des petites batailles aussi avant, quand même, avec l'Empire, je pense. Moi, j'en veux pas de bataille spatiale. J'aime carrément mieux ça. Bon, on a peut-être des batailles dans l'atmosphère, je pense. Oui. Peut-être pas dans l'espace, mais dans l'atmosphère. Mais j'en veux une quand même. Je veux voir un X-Wing tirer sur un taille, quoi. Il y en aura. Parce qu'ils vont protéger les mecs au sol. Aussi que le Rogue One ne s'appelle plus Rogue One Anthology. Au début, c'était spin-off, après c'était Anthology. Et maintenant, ils ont revu le logo et ça s'appelle Rogue One, A Star Wars Story. Donc du coup,
ça s'appelle plus Anthologie maintenant, donc ça va changer de nom assez souvent visiblement. Ouais, ce sera ça pour les spin-offs, pas pour tous les spin-offs à venir maintenant, je pense. Du coup. Ouais, je pense que du coup le logo ce sera Star Wars Story quoi. Ouais, ce que pas plus mal. Ça va toujours être un titre à rallonge, mais. Mais non, mais c'est juste parce que Anthologie. C'est pour les dissocier. Star Wars. Voilà, c'est pour le dissocier des épisodes quoi. Ouais, ça j'avais bien compris, mais honnêtement, juste ce changement de mais si, parce que dans Anthologie, t'avais pas le mot Star Wars. Ouais, mais c'était Star Wars. Là, Anthologie tu l'as. aussi, C'était Star Wars Anthologie. Hein. Mais ça faisait peut-être un peu plus Star Wars ancien. Anthologie, ouais. ça ramène à quelque chose d'ancien, quoi. Ouais, non, moi le changement me gêne pas, j'aime bien comme ça. Bon, après, honnêtement, ça, tant que le film est bon, il est sympa, le changement d'anthologie à story, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Donc voilà pour ce qui est si vous aviez d'autres choses à rajouter sur le Rogue One. Après il y a un personnage qui sera aveugle aussi, ou alors c'est un extraterrestre qui a pas de pupille. Alors c'est un des deux acteurs chinois, alors je saurais pas dire, c'est celui qui est assis. C'est moi qui fais des blagues racistes quoi. Ouais, c'est celui qui est assis. Et donc ouais, mais là j'ai peur qu'on ait le cliché de l'aveugle, mais qui est en fait un super ninja et qui est super balèze. Donc j'espère pas que ça va être ça. Quoi. Ah mais c'est les chevaliers du Zodiac ça. Bah voilà, tu vois, c'est non, c'est le chevalier de Rennes, elle a rien compris. Hein. Mais c'est du déjà vu et revu, donc du coup j'espère vraiment que c'est vrai que c'est l'une de mes craintes qui colle un peu trop de combats arts martiaux et autres trucs. Je préférerais du vrai. Il a l'air nul, hein. Il est en kimono limite déjà. Ouais, son arme, tu sais avec pas un trop bâton, si c'est un bâton ou un fusil ou autre. C'est vrai que pour un film hier, avoir un aveugle au milieu, ça fait bien. Ça pourrait être sympa, mais j'espère que grosso modo il aura une. Tu sais, ce sera typique la scène où il va devoir se sacrifier, donc il va prendre tout un escadron de Stormtroopers à main nue, mais j'espère que tous les autres ce ne sera pas que du combat de kung-fu et autres. C'est censé être des soldats, donc des grenades, du fusil laser, des explosions à tout va, mais pas trop de kung-fu, les enfants, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc vous aviez quelque chose d'autre à dire sur Rogue One ou des attentes particulières Bah non, moi je l'attends toujours. Moi ma grosse attente c'est ce que t'as dit, hein. C'est le fait de voir Bail Organa quoi. Ouais. Moi peut-être des caméos des personnages de Rebels. Ouais. À mon avis, Kanan sera. Enfin pour moi Kanan doit mourir dans Rebels parce qu'il n'y a plus de Jedi. Donc mais peut-être Sabine ou Ezra. Et Ahsoka alors, on la tue? Ahsoka elle s'est déjà fait tuer par Dark Vador. Ça se trouve le gars qui joue un alien c'est Zeb. Bah oui, j'y ai pensé maintenant, ouais, c'est vrai. Tu sais, ça leur ferait un putain de bourrin qui défoncerait tout. Alors là, pas besoin de ninja. Hein, pas besoin de ninja chinois aveugle. Hein. Mais des gros pains directs, ils se posent pas de questions. Hein. Mais ça ferait un super lien aussi. Ça prouverait vraiment que ce story group ne sert pas à rien et qu'il y a vraiment un lien entre les séries animées et les films. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit Zeb pour le coup. Ouais, puis pour le coup, il serait cool comme perso. Hein. Bah oui, moi Zeb. Bien bourrin, tu sais, dans le film bien sombre, tu pourrais faire un Zeb bien violent en plus. Ouais. Donc ouais non, ça serait bien que ce soit Zeb d'ailleurs. Tu fais bien de le dire. Ah, je pense que ce sera Ezra. Je pense que ce sera Ezra. Je pense que Disney ils sont pas capables de tuer un gamin. Mais ce sera peut-être plus un gamin dans Rogue One. Mais par contre, ils ont dit qu'il y avait pas de Jedi. Dans Rogue One. Ah oui, c'est vrai, il y a pas de Jedi, Céline, ils l'ont dit. Hein. Ah oui, mais il a pas fini sa formation. Non, puis Ezra, est-ce qu'on peut dire que Ezra est un Jedi J'en suis pas sûr. C'est un force quoi. Ouais, voilà. Ou c'est un chevalier de Nan. Après t'as le chevalier de Ren pour les méchants et t'as le chevalier de Kanan pour les gentils. Voilà. Voilà. Bon bah maintenant on va passer au point suivant qui n'a rien à voir. Là on passe plus au film, on passe au parc Disneyland et c'est Céline qui va nous en parler. Alors ils ont annoncé deux choses. Pour le long terme, un land thématisé Star Wars qui serait sur le parc Californie et le parc Floride. On peut toujours attendre pour Paris, hein, mais bon. On verra. Qui va représenter une nouvelle planète. Ça fera à peu près 5 hectares, un peu plus.
Et il y aura, a priori dans les images qui nous donnent, un Faucon Millennium. Parce qu'ils ont diffusé plusieurs concept art de ce quoi ça va ressembler plus tard. Tout à fait, avec justement, on voit le faucon dans cette planète, et on voit, comment dire, ça fait un peu comme des falaises sur lesquelles seraient accrochés des bâtiments sur les concept art. Bon, comme d'habitude, il y aura des attractions, il y aura des restaurants, et tout sera thématisé Star Wars. Pour avoir du lait bleu comme ça. Donc, est-ce que vous avez des commentaires sur ces lands Star Wars? Bah moi j'ai hâte de voir quelles attractions ils vont mettre dedans. Je pense que le Faucon ça va être un peu comme nous on a l'arbre de Robinson à Disney qu'on peut visiter, bah là je pense que ou le Nautilus. Donc là je pense que ça va être pareil que le Faucon Millennium et il y a vraiment matière à faire un très très beau parcours de visite là-dedans. Se prendre en photo dans le cockpit et tout, bon, ça peut être vraiment super. Et après je pense qu'ils vont surtout axer sur les nouveaux films, moi je pense. Enfin j'en ai bien peur aussi parce que faut pas oublier les bases quand même. Bah, le Faucon en plus il est dans les nouveaux films, donc c'est un lien parfait. J'ai pas vu. Ouais voilà. Alors après je sais pas si on voit sur le concept ou pas s'il a une antenne ronde ou carrée. Il a carré, je le laisse sous les yeux. Ce qu'il dit, c'est en fait, c'est que ce qu'on voit, la planète, c'est une nouvelle planète qu'on n'a jamais vue avant, et qu'on est au dernier avant-poste avant les sauvages. Il y aura... Un poteau extérieur quoi du coup. C'est ça. Après c'est les Usain Vong quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Alors je sais pas s'il parle de l'endroit, de la planète en elle-même, ou de l'endroit sur la planète où ils sont. Moi, ce que j'ai vu, c'est que il y aurait 2 attractions principales, dont une où on pourrait contrôler le Faucon. Donc c'est pas simplement une visite touristique à l'intérieur, c'est vraiment on le contrôle et on shoot du monde. Et une autre où on participerait à une bataille cruciale. Alors est-ce qu'elle a un lien avec la nouvelle trilogie? J'en suis sûr à 100% de ce truc-là. Moi, le seul truc qui m'enquiquine, c'est que c'est encore une fois aux États-Unis et que le Star Wars Land, on ne l'aura pas en France. Ça me saoule. Bah en France pour les 25 ans en fait ils sont en train de fermer plein d'attractions une par une pour les réaménager pour que tout soit au top du top pour les 25 ans du parc en 2017. Et donc du coup ça c'est officiel, hein, c'est plus une rumeur, on aura bien Star Tours 2 qui ouvrira en 2017. Et ce qui serait bien c'est que maintenant qu'on a une Jedi Academy, on aura toujours Discoveryland, on n'aura pas de land Star Wars, mais que toute la zone derrière Space Mountain soit rhabillée Star Wars. On a la salle avec Captain Neo qui pourrait faire un truc Star Wars dedans, le Pizza Planet qui pourrait devenir une cantina, et on a toujours la boutique. D'ailleurs, moi j'avais entendu des rumeurs là-dessus, sur le Pizza Planet qui va devenir cantina. Et Sébastien, tu fais une transition parfaite parce que l'autre annonce, c'est que ils vont inclure un film basé sur la nouvelle trilogie dans Star Tour. Et vu que le nôtre à Disneyland Paris est en train de passer la nouvelle version, peut-être qu'ils vont en profiter pour faire la nouvelle version complète avec ce nouveau film. Bien. Tant qu'à faire. Ça serait bien et ce serait logique même. Et ce serait bien d'ailleurs qu'ils fassent peut-être plusieurs films, parce que c'est vrai que quand tu fais le Star Tour à Disney, à chaque fois tu refais exactement le même film. Franchement, ça coûtait pas grand-chose de faire 3 ou 4 films différents. Mais c'est déjà le cas en fait, Thomas, parce qu'en fait pour la version d'Orlando, en fait tu peux faire 46 fois l'attraction. Enfin je dis 46, c'est peut-être 52 ou 36, je sais pas le chiffre exact, et c'est 36 fois différent. Mais pourquoi nous en France on a qu'une? On a toujours cette version, celle des années 80, je pense. Ah oui, d'accord. Voilà. Et eux ils l'ont changé pas très longtemps après la prélogie, peut-être autour de. Ils l'ont changé en 2000, je crois que ça arrive en 2010-2011. Ouais. Donc très certainement que s'il y a un Star Tour 2 en France, on aura plusieurs versions du film. Et c'est sûr que Star Tour là ils le ferment. Et qu'on va avoir la nouvelle version. Alors, est-ce qu'on va avoir la nouvelle version, ou est-ce qu'on va avoir la version qui est actuellement aux États-Unis? Là, c'est la 2 ou la 2.5. Ouais, voilà. Mais bon, tant qu'à faire à la fermer, je pense qu'il faut qu'il passe à la directement à la. Ouais, j'espère. Et la dernière annonce, c'est qu'ils vont faire
une saison Star Wars, c'est-à-dire que les fêtes, les parades dans les parcs Disney aux États-Unis, à partir de début 2016, ce sera autour de Star Wars. Et en même temps, donc forcément il y aura des spectacles et tout en supplément, ils vont changer Space Mountain pour faire Hyper Space Mountain. Et ce sera customisé donc Star Wars. On verra des X-Wing, des TIE Fighter. En tout cas, c'est ce qui est sur l'affiche annonçant cette Hyperspace Mountain. Et c'est pareil en France. Space Mountain, ils ferment prochainement. Alors, donc je sais pas. Peut-être qu'ils vont. Alors pas du tout, parce qu'en fait, pour l'avoir fait aux États-Unis, le Space Mountain américain et le Space Mountain français n'ont en commun que le nom. En fait, ça n'a à l'intérieur, et même à l'extérieur, ça n'a strictement rien à voir. Le nôtre, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus turbulent, beaucoup plus violent, enfin beaucoup plus impressionnant, tout ce que vous voulez. Alors que la version qu'ils ont aux États-Unis, c'est vraiment une antiquité de la montagne russe, quoi. Il y a pas de looping, il y a pas de vrille, il y a quelques chutes, voilà. C'est plus un peu comme le train de la mine, mais dans l'espace, quoi. Ouais, mais si tu veux, déjà, on est parti de Space Mountain version 1 qui était de la Terre à la Lune, qui était entièrement steampunk dans l'univers Jules Verne. Ils ont fait la mission 2 quand ça, dans les années 2000. Il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Et là, ils ont changé juste les décors intérieurs en changeant la Lune pour mettre une galaxie. Ça me paraît, je pense, assez facile de faire une version 3 en changeant juste les éléments de décor. Après, faut savoir que de l'extérieur, ils viennent de le refaire et ils viennent de le refaire thématisé bien vu Jules Verne comme c'était avant. Donc ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent cette cassure à intérieur extérieur. Je pense pas qu'ils la fassent non plus. Ouais. Ça restera Mission 2 et s'il y a une troisième version, je pense que ça sera pas en rapport avec Star Wars pour la France. Parce que encore une fois, ça, par rapport aux États-Unis, ça n'a vraiment de rapport que le nom. En fait, c'est un peu comme nous, on dit que notre Star Tours il est obsolète, ben eux, leur Space Mountain il est obsolète, mais ça fait déjà 10 ans qu'il est obsolète en fait. Donc fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose. Et c'est vrai que je pense que c'est juste histoire de faire du nouveau avec du vieux, quoi. Quand ils avaient ouvert Space Mountain en fait en France, ils l'ont fait beaucoup plus bougeant comme ça parce que a priori les Européens sont plus friands de grosses montagnes russes, de sensations fortes. Et c'est pour ça aussi qu'ils avaient fait Indiana Jones, qui est une attraction vite fait, on va dire, qu'ils ont monté assez vite. Parce que quand ils ont ouvert le parc, faut se rappeler que la plus grosse attraction c'était Big Thunder Mountain. Donc le train de la mine, ça fait pas très très peur. Et donc les Français et les Allemands aussi et les Espagnols, ça les faisait un peu rire. Vous êtes bien gentils, mais voilà, faut que ça bouge. Donc il restait au parc Astérix. Voilà, où il y avait déjà le goût du risque. Et c'était un peu plus méchant. Est-ce que vous seriez prêt à faire le voyage aux États-Unis pour faire ce Star Wars? Ah, si tu me le payes, oui. Non, bah je te le paye pas. Là. Ah bah c'est mort, je reste chez moi alors. J'adorerais, mais faudrait que je commence à économiser maintenant, quoi. Ouais, c'est pareil. Non, tout est une question de budget, effectivement. Hein. Mais c'est vrai que moi, je prospecte bien, j'envisage bien un jour de retourner aux États-Unis. Mais voilà, le jour où j'irai, à ce moment-là, si je suis sur la côte ouest, j'en profiterai peut-être pour aller au Disney. Mais voilà, je ferai pas un exprès pour, quoi. C'est évident. Moi, je pense que j'irai. Si j'y vais un jour, ce sera en même temps qu'une célébration. C'est pas bête. Tu vois, je vais profiter de faire une célébration en espérant qu'elle soit à Orlando ou à Anaheim. Ce sera le cas, difficile. Du coup, logiquement. Logiquement, ce sera le cas. Et du coup, j'en profiterai, de faire célébration et de faire une journée dans le Star Wars Land. Bon, après Star Wars, Céline, il y avait des dates pour le Star Wars Land ou pas? Je me souviens plus. Non, il n'y a pas de date. Donc c'est dans longtemps, voilà. Ça demande un peu plus de travail, donc je pense que c'est pas qu'une attraction. Après les 6 prochains films, quoi. Après, parce qu'il y en a 6 qui vont arriver. Après, on n'est pas à l'abri d'une 4e trilogie. Hein. Bon, c'est certain, même. Donc voilà, je pense que. Mais ce serait bien avant 2020, ce serait bien. Bon, faut pas que ça soit bâclé non plus, mais bon. Voilà, on a le temps de le voir venir. Voilà, vous aviez d'autres choses à dire sur ces 2 lands de Disney? Non, c'est bon.
Et ben on va enchaîner avec la 3e annonce du D23, qui a été révélée par John Boyega, J.J. Abrams et Harrison Ford, qui avait fait le déplacement. Alors, je sais pas si vous voyez, il avait les photos, il avait des baskets fluo Harrison. C'était assez rigolo. Mais qu'est-ce qu'ils ont dévoilé ? Ils ont dévoilé la première affiche teaser du Réveil de la Force, dessinée par Drew Struzan, qui avait dessiné donc les affiches de la prélogie et les affiches de l'édition spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette magnifique affiche ? Alors, ce que tout le monde considère comme une révélation et un spoiler, c'est Finn avec un sabre laser. Ouais, sauf que juste Finn avec un sabre laser, on l'a déjà vu en avril à Célébration. Ah bon ? Ouais, il y avait un concept art à côté de son costume où il y avait Finn en costume avec vraiment le sabre laser à la ceinture. Oui, mais donc, c'est un concept art. Il était pas lui. Oui, mais c'est un concept art officiel et définitif. Donc pour moi, j'étais absolument pas surpris de le voir avec un sabre laser. Cette fois-ci, il est allumé, certes. Mais voilà. Et ensuite, on a Rey qui est vraiment au milieu du poster. On a Rey qui, à mon avis, sera le personnage principal du film. C'est sûr. Et le personnage qui a le plus de secrets à dévoiler, je pense aussi. À côté de Rey, on a Kylo Ren. Donc voilà, elle est vraiment entre Finn et Kylo Ren, un peu entre le bien et le mal. Et tout en dessous, on voit Han Solo, enfin, je dis enfin non, on l'a déjà vu Han Solo, mais voilà, il est vraiment sur l'affiche, donc ça prouve que ce sera un des personnages principaux vraiment du film, je pense. Et l'affiche est vraiment divisée en 2 parties, donc on a vraiment le côté des gentils dans les teintes orangées, et dans le fond, en décor, on voit un espèce de vaporateur d'humidité, et toute une flotte de X-Wing avec un coucher de soleil. Et du côté des méchants, on a juste Kylo Ren avec son sabre laser, et pour faire contraste avec l'X-Wing, on a toute une armada de TIE Fighter. Et avec le titre du film et la date de sortie. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette affiche à sa première vision ? Déjà, je trouve ça... Moi, je la trouve un peu vide. Ouais, et finalement, il n'y a qu'un seul acteur de la trilogie originale qui apparaît. C'est Harrison Ford. Ah, peut-être parce que les autres ont des rôles beaucoup plus secondaires. Tout à fait. C'est intéressant, quoi. Et que c'est c'est vraiment lui qui sont importants. Moi, il me manquerait juste un BB-8, un Faucon et Poe Dameron, et on aurait une affiche finale pour moi. Parce que Poe Dameron, c'est le 3e personnage du Big Three, ça. Et BB-8, c'est le nouveau droïde star, donc il faut qu'il soit là. Le Faucon, c'est le vaisseau star du film. Donc voilà, il manquait juste ces 3 éléments, et pour moi, on avait limite l'affiche finale, quoi. C'était parfait. Mais je trouve que ça manque aussi un peu de méchants. Il y en a qu'un. Il y a plein de TIE Fighters, donc ça fait un pilote par TIE Fighter, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15 méchants. Oui, mais bon, ils sont contrebalancés par les X-Wing. On a limite plus de méchants à annoncer que de gentils, quoi. Ouais, c'est vrai que Phasma, ça aurait pas été Je pense que Hux, non, je le verrai pas sur l'affiche finale. Mais c'est vrai que Phasma, je pense que vu qu'elle va faire vendre des jouets, faut la mettre sur l'affiche. Argument marketing. Ah bah oui, toujours, hein, c'est Disney, hein, faut pas oublier. Même avant Disney, hein, c'est Star Wars, c'est marketing. Alors, vous avez d'autres commentaires sur cette affiche? Moi, je suis honnêtement, je suis assez dubitatif. Parce que c'est une affichette promotionnelle. C'est pas l'affiche définitive du film. Non, ouais, c'est sûr. Je suis aussi dubitatif parce que j'ai vraiment l'impression que Han Solo, ils l'ont photoshopé au dernier moment, ils l'ont collé là parce qu'ils savaient pas où le mettre. Oui, ça fait un peu rageux, en effet. Ouais. Par contre, c'est vrai que le triptyque là entre Boyega, Rey et Kilo. Et puis si tu regardes en plus Rey, je sais pas si t'as remarqué, mais on ne voit pas ses pupilles. Elle a les yeux entièrement noirs. Et elle a l'air vraiment de faire la gueule. Elle plisse les yeux. C'est ça. Parce qu'elle a le soleil dans les yeux et elle plisse les yeux. D'un côté, un soleil derrière elle. D'un côté, tu vois, t'as Boyega avec le sabre bleu qui a les yeux ouverts et qui a pas l'air de faire la gueule. Et de l'autre, t'as Revan Dark Vador avec son sabre rouge et t'as la petite mamie qui fait la gueule avec les yeux entièrement noirs. Alors je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais je pense que Sylvain, elle est entre le bien et le mal. Ouais, mais elle est peut-être entre le bien et le mal, mais elle fait quand même légèrement la gueule. Donc, mais elle est insondable, quoi. Elle a pas. Elle est sérieuse, elle est. Et après, moi, ce qui me fait peur, c'est que vu que c'est Drew Struzan qui a dessiné cette affiche, j'espère que ce sera Drew Struzan qui dessinera l'affiche définitive, quoi. Parce que à mon avis, ça a quand même demandé pas mal de boulot. C'était prévu, hein, d'ailleurs, il l'avait annoncé, ça. Hein.
Ah, tu es sûr? T'es sûr? Ils n'ont pas juste sorti de sa retraite, là, il y a pas longtemps? Ah non, ils avaient dit, oui, ils avaient dit que justement, mais il y a déjà bien longtemps, on en avait, dans une émission bien ancienne, on avait dit que justement, il y avait Williams qui revenait à la bande originale et justement lui sur les posters, quoi. D'accord. Ah, moi je les appelle l'annonce officielle alors. Mais voilà, parce que voilà, moi s'il devait faire qu'une affiche, autant qu'il fasse la définitive et pas juste une teaser, quoi. Ce serait dommage après d'avoir une définitive qui n'est pas faite lui. Ah, moi je suis sûr que c'est lui qui fait la définitive. Ouais, bah moi aussi, mais voilà, je savais pas que c'était déjà officiel en fait. Bon bah tant mieux, hein, voilà, on est content. Après moi je trouve qu'on retrouve bien son style. Après moi je la trouve pas vite parce que tout le monde dit qu'il y a pas assez de personnages, mais dans New Hope il y a que 4 personnages. Dans l'Empire contre-attaque il y a que 2 personnages, donc non il n'y a pas moins de personnages que sur forcément les mais autres c'est affiches, plus si tu veux, quand je disais vide, la déception que ce soit vide, c'est plus, est-ce que ça veut pas dire qu'en gros le film va tourner qu'autour de ces personnages? Or j'aurais bien aimé qu'on ait beaucoup de personnages importants, tu vois. À mon avis on a les 4 principaux sur l'affiche, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est... Ouais, mais j'espère que les autres, tu vois, comme Luke Skywalker, Poe Dameron ou même d'autres aliens, vont pas être des personnages secondaires. Ah, Poe Dameron, à mon avis, ça va être... voilà, s'il en manque un, pour moi, c'est Poe Dameron, quoi. Mais si tu veux, et même, moi, ce que je reproche, un peu d'avance, si tu veux, je trouve que, comme d'habitude, on met pas assez en avant les aliens comme personnages principaux. Ouais, là, t'as raison. Là, il y a pas de... Il y a peut-être un alien dans les X-Wing, hein, mais... Ouais, c'est vrai, là, c'est très humain. Non, je veux dire, il y a peut-être un alien qui pilote un X-Wing, mais... Ouais, mais je trouve que t'as l'impression que, tu vois, c'est... Enfin, je sais pas, si t'es vraiment dans un monde où... Enfin, en plus, ils défendent un monde égalitaire, où tout soit... les aliens, machin, enfin tout le monde est aussi important. Pourquoi c'est toujours les humains qui sont sur le devant de la scène, quoi. Mais tout, tu veux la réponse que je pense la plus réelle? L'alien, c'est pas vendeur. Non, mais puis il y en a sûrement 3 sur 4 qui sont des Skywalker. Et puis je pensais aussi qu'en termes d'expression, bah, c'était peut-être moins, comme t'es en motion capture, c'est peut-être moins facile à faire passer, je sais pas. Ouais. Et puis même s'il y a des personnages rajoutés, c'est pas des aliens, parce que je pense que le personnage, enfin dans le Big Tree il manque Poe, donc c'est un humain. Après il va te manquer BB-8 qui est un droïde. Après si tu veux rajouter Luke et Leia, ben ça reste encore des humains. Le seul alien que tu pourrais mettre, c'est Chewbacca, mais bon, à mon avis, il y a d'autres personnages bien plus importants que Chewbacca à mettre sur et ça, c'est ce que je trouve dommage, quoi. Ouais. Pourquoi ils nous ont pas calé un Ewoks dans un coin, là? C'est pas vendeur. Ça, ce sera pour le troisième film. Pour le 9? Ah bah ça tombe bien, ils ont pris Colin Trevorrow pour faire le 9. Il faudra revendre des peluches. Il va dire oui. Il y aura un Ewoks Jedi. Mais bon, moi, et alors oui, alors petite info, c'est que j'étais voir sur eBay voir si l'affiche était revendue, et elle est revendue, et ça avoisine entre $80 et $150. Voilà. Si vous voulez l'acquérir. Quelqu'un peut me prêter sa carte bleue, là? En même temps, elle sera disponible partout. Ouais. Je pense que... Ah, bah non, a priori, c'était une exclue des 23, celle-ci. Ouais, mais Disney doit en avoir dans ses cartons qu'on appelle les bonnes personnes. Et la fiche définitive sera plus jolie encore, s'il y a une solo dessus. Donc... Non, mais il y aura ce sera distribué dans les grandes récrés ou je sais pas où. Ouais, des trucs comme ça. Ce serait bien que ce soit distribué dans les grandes récrés pour le 4 septembre, justement, pour la Jedi Knight. Bah oui. Ça serait un joli goodies. Tu nous en prends un chèque? J'en prends combien par personne? Oh, tu prends un carton, on s'arrangera après. Pour les revendre sur eBay US. $80 l'affiche, fois un carton. Donnez. Voilà, vous aviez d'autres commentaires sur l'affiche du coup? Non, c'est tout. Eh ben, on va clôturer ce D23 avec les jeux vidéo, et c'est Sylvain qui va nous en parler. Et voilà, on y retourne. Alors, on a eu plusieurs petits trucs. Le premier, c'était quasi une certitude de toute façon, c'était l'arrivée des personnages de The Force Awakens sur Disney Infinity 3.0. Donc il y a eu les figurines de Daisy Ridley et de John Boyega qui ont été dévoilées. Ne vous inquiétez pas, les autres arriveront après. La petite nouveauté, c'est que quand vous placez ces figurines-là sur les plateaux, donc quand vous jouez avec, leur sabre s'illumine. Et l'autre truc, c'est que bien entendu, il y aura une édition spéciale de toutes les figurines avec un sabre laser qui offriront la même technologie.
Et oui, comment vendre 2 fois la même figurine avec une loupiote en plus? L'autre petite chose, c'est la présentation d'un nouveau mode pour Star Wars Battlefront. C'est le mode Supremacy qu'on avait déjà dans les précédents Battlefield. Alors ce sera des maps qu'on nous appelle gigantesques, dans partie en 10 minutes, où on devra capturer des points situés de part et d'autre de la map. Alors la petite nouveauté, c'est que pour capturer un point, faut aller du point A au point D, puisqu'il y aura 5 points. Vous pouvez pas capturer le B, le D, puis le A. Faut d'abord capturer le A, puis le B, puis le C, et puis le D. Et puis si l'adversaire vous pique le A, faut que vous retournez tous ceux que vous avez capturés redeviennent neutres. Donc ça s'annonce très palpitante. Surtout qu'on nous donne en fait sur ces maps-là, on aura le troufion de base, des véhicules et les héros. Donc Luke, Boba, Vador et toute la clique de héros disponible. Et on nous dit déjà qu'avec Vador, si vous le mettez Vador pour garder un point, vous avez gagné parce qu'il est increvable. Contrairement à Luke, par contre, et Boba, qui peuvent passer rapidement d'un mode défensif à un mode d'attaque rapidement. Lui, Dark Vador, c'est une tourelle. Et vous le posez et l'ennemi se casse les dents dessus. Donc je sens qu'on va bien rigoler sur cette map-là. Et Luke, ça va être l'équivalent pour les rebelles, je suppose. Ouais. Luke est... Là, on nous a été dévoilé Luke, Boba et Vador, donc j'imagine qu'il y en aura bien d'autres, type Han Solo, Chewbacca et toute la clique. Chacun avec ses pouvoirs particuliers, ses différentes caractéristiques. J'imagine bien que Boba, on va pouvoir se déplacer vite avec le jetpack. Limite Solo, on pourra avoir un bombardement avec le Faucon. Mais ça va être pas mal à mon avis ce mode-là. Et les maps seront, si j'ai bien tout suivi, seront interactives. Donc si vous avez des gros bâtiments, ils pourront peut-être exploser. Et puis sait-on jamais, si on est sur Jakku, on verra peut-être un Star Destroyer se viander au beau milieu des combats. Vous comptez vous l'acheter, vous, le jeu, ou pas? Ouais, il est déjà précommandé. Ah bah moi je vais l'acheter aussi. Hein. D'ailleurs j'ai pas la console encore. Hein. Bah moi non plus, voilà, je l'ai dit, faut que j'achète la console d'abord. Bah tiens, en parlant belle justement... la transition, voilà, merveilleux. Transition. Sony et Lucasfilm font un partenariat pour sortir une édition spéciale de la PS4 aux couleurs de Vador. Donc vous avez une PS4 toute noire, bon ça va pas changer. Par contre vous avez un magnifique lithographie de Dark Vador sur les côtés. Et est-ce qu'avec la Xbox t'as une version Yoda? Non, hélas, c'est... Tu sais, ça s'était fait ça pour un jeu de combat qui s'appelait Soul Calibur 4, je sais, j'avais les 2 éditions. Donc les 2 consoles? Non, les 2 jeux, juste. Ah bah oui, juste les jeux qui... Collectionneur dans l'âme ou pas, hein, qu'est-ce que je te dis. Donc là, la PS4 sera donc distribuée en pack avec une manette spéciale. Donc là, elle est juste noire avec les croix de direction rouges et les 2 sticks blancs. Et on aura aussi donc bien entendu un Battlefront. Et on aura aussi un petit code de téléchargement pour 4 vieux jeux Star Wars. Donc on aura Super Star Wars, Star Wars Racer Revenge, Jedi Starfighter et Star Wars Bounty Hunter. Alors je vous arrête tout de suite. De ce que j'en sais, c'est pas des remakes et des versions HD. Hein. Ce sera le jeu original. Et puis ils étaient bien daubés, hein. Le Super Star Wars, je sais pas si t'as déjà joué, c'est injouable. Je sais plus. Par contre, j'imagine bien ça sur une télé HD 4K et tout le bordel. En gros, ça va être 4 pixels qui vont se battre en duel. Hein.
Mais pourquoi pas? Pour les collectionneurs, ça alors peut la être... musique Ouais. Pour les collectionneurs, ça peut sympa, être... Ouais. Bah, c'est toujours... On leur avait pas demandé de le faire et ils l'ont fait. C'est toujours voilà. 4 jeux gratuits. Le seul reproche que j'ai, c'est qu'ils ne font pas le même type d'offre pour Xbox One. Et qu'en est-il en termes de prix de la console? Est-ce que ça vaut le coup? Si je donne une comparaison, là je sais que j'avais... par rapport à la sortie de Battlefront, j'avais commencé à regarder les PS4 et j'avais vu qu'ils avaient fait un pack Batman avec le dernier Batman sur PS4. Et en gros, si tu veux, la PS4 donc valait 400€. Si tu prenais le pack Batman, non seulement t'avais une console Batman, mais en plus avec la manette Batman et tout, mais en plus t'avais le jeu gratuit, enfin gratuit si tu veux, pour le même prix. Inclus, ouais. T'avais le jeu inclus. Est-ce que ça va être la même chose pour Battlefront ou pas? Oui, puisque là, donc t'as une console avec un disque dur de 1 Tera, ce qui déjà la console actuellement est vendue avec un disque de 500. Donc t'as une DualShock 4 édition spéciale, Battlefront en édition Deluxe, plus un code pour télécharger tes 4 jeux. Et pour le même prix? Normalement pour le même prix ou un peu plus cher. Mais généralement ces packs sont assez bon marché puisque en gros t'as le jeu, t'as une console et une manette avec un jeu, un jeu gratos. Après, c'est une édition limitée. Rien ne dit qu'il te colle pas un plus 30 €, voire 50€ pour te dire. Elles sont légèrement pour le tunage, quoi. Voilà, c'est ça. Plus en plus là, comme c'est le jeu en version Deluxe, ils peuvent aussi remettre un petit. Oui, mais ça vaut le coup, quoi, au final. Si t'as pas de console, avec tes fans de Star Wars, je pense que ça vaut le coup. Comme ça, t'auras le jeu, une console aux couleurs de Star Wars. Si je pense que c'est ce que je veux pour le joueur lambda qui est pas spécialement intéressé par Battlefront, ça peut. Je sais pas. Les prix n'ont pas encore été dévoilés, donc c'est. Et ça en vend combien de temps une console comme ça, exclue ça faudra se la procurer dans le mois de la sortie ou on a le temps en fait? Honnêtement, ça dépend. Pour avoir déjà acheté une console en édition limitée, une des anciennes Xbox 360, comme je l'avais précommandé, j'avais pas spécialement de soucis de livraison. Mais c'est vrai que tu reviens 15 jours après, il n'en reste plus beaucoup en stock dans le magasin. Donc généralement c'est ce genre de truc t'en as pendant la première semaine. Après ça devient plus difficile. Donc c'est ou t'achètes ça à Carrefour ou t'achètes ça dans un magasin spécialisé et que tu connais les vendeurs, donc ils peuvent t'en mettre une de côté. De côté, ouais. Mais c'est le genre de truc au bout d'un mois il y a plus de stock, quoi. En gros, c'est jusqu'à épuisement des stocks, quoi. Ouais. Faut pas venir 6 mois après et demander. La deuxième édition. Ouais, voilà. Ça fait pour. C'est des packs qui sont là pour sortir. Pour sortir à la sortie d'un jeu. Donc. C'est un appel d'offres aussi un peu pour. C'est ça. Pour le nouveau consommateur, quoi. Mais si t'en as pas, honnêtement, et que tu veux Battlefront, je pense que tu peux déjà te la précommander, quoi. Ah, on peut déjà la précommander, là? Ouais, tu vas dans ton magasin spécialisé ou sur Sony, tu peux te la réserver. Eh ben, moi, ça attendra Noël, hein. Parce qu'avec tous les produits dérivés de la veille de la force entre-temps, et les impôts, va falloir... Oh non, moi j'ai arrêté de les payer, les impôts, j'en ai marre. J'aimerais bien pouvoir le faire, moi. Bon. Ce n'est pas le sujet de notre émission. D'ailleurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire justement sur ce D23? Est-ce que vous attendiez ce type d'annonce, ou vous attendiez de plus grosses coupes, ou vous en attendiez moins? J'ai trouvé qu'on avait eu plus d'annonces à la célébration quand même, hein. Mais bon, c'est peut-être logique, quoi. Hein, mais c'est normal parce que là c'est Disney en général, quoi. Donc, voilà, c'est ça. C'était de la petite annonce quand même, j'ai trouvé. Voilà. Ah oui, si, ils nous ont précisé aussi que le film ferait 2h04. 2h04, voilà. Donc ce qui est pas... Enfin moi je vais pas juger un film à part sa durée, hein. Tant que ça fait plus de... Enfin pour moi Star Wars c'est au moins 2 heures. Sachant que l'Empire contre-attaque fait 2h04, donc, et c'était le meilleur. Donc voilà, il n'y a pas de raison de juger ça sur l'heure. Et du moment que il y a tout ce qu'il faut, que le rythme est bon, moi ça me va. C'est ça. Oui, parce qu'à vouloir en raconter, des fois, voilà, si tu t'emmerdes après, ça comme on va tous le voir au moins 200 fois de notre vie, bon, voilà. ça serait bien que ça va faire on gagner s'emmerde du pas. temps dans les marathons Star Wars, quoi.
Non, puis après, je pense que c'est comme le cas de toutes les sagas, hein, plus on va avancer dans l'histoire, plus les films seront longs aussi. Hein, donc, c'est possible. Mieux vaut éviter de commencer par un film de 3 heures. C'est ça. Voilà. Le plus important, c'est que le rythme soit bon, qu'on s'ennuie pas, et voilà. Donc, moi, parce que typiquement, pour faire une comparaison, moi j'adore Le Seigneur des Anneaux, mais je les regarde très rarement parce qu'il y a plein de moments où tu te fais chier, quoi. Puis c'est long, quoi. Bah, surtout les versions. Je dirais pas ça non plus, mais. Moi j'ai les versions longues en plus. J'ai dû les regarder 2 fois dans toute ma vie, quoi. Tu te rachètes les versions courtes, c'est tout. Non, mais c'est vrai que oui, c'est plus délicat à regarder, quoi. Faut s'y mettre tôt si tu veux pas être mort au bureau le lendemain. Donc maintenant que cet événement est passé, je pense qu'on va devoir attendre cet automne pour avoir cette 3e bande-annonce et en savoir un peu plus. Parce que maintenant, je vois, à part la sortie des jouets, je vois mal quel type d'annonces sur les films peuvent être faites entre-temps, quoi. Bah si, mais sur les films après le 7, quoi. On peut avoir sur le Rogue One. Voilà, avoir du Rogue One, voilà. Mais sur pour moi maintenant, la com du Réveil de la Force, ça va. Les 2 prochaines dates, c'est la sortie des jouets le 4 septembre et la sortie de la bande-annonce, dont on ne connaît pas encore la date cet automne, quoi. Puis moi, j'attends quand même un peu de news sur les séries télé, là, parce que. C'est vrai que ça se confirme tout ça, ouais. On nous a mis l'eau à la bouche, même sur les séries animées, hein. Enfin séries live et séries animées, on nous a mis l'eau à la bouche sur pas mal de trucs. Voilà. Mais pour l'instant, il y a Rebels qui va reprendre, donc du coup ils vont aussi recommuniquer là-dessus, je pense. Donc voilà. Bon bah c'est comme ça que se conclut cette 109e émission de Star Wars en direct. Voilà. Vous n'avez pas écouté 3 heures d'émission, on a essayé de faire un peu plus court, on a réussi. Donc je vous invite à nous suivre et à participer aux réseaux sociaux en rejoignant notre groupe sur Facebook à l'adresse facebook.com/Star Wars en direct ou à nous suivre sur le compte Twitter à l'usager @Star Wars en direct. Et on va remercier 2 personnes indispensables à l'émission que vous entendez pas mais qui sont indispensables à la post-production. Voilà, nous ne sommes que les animateurs et eux ils s'occupent du montage, du mixage. Donc ce sont Jérémy et Hervé qu'on remercie bien fort et sans qui l'émission n'existerait pas tout simplement. Voilà, donc faut pas les oublier. Donc maintenant je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet. Donc Céline. Mais pour le moment, je suis nulle part de spécifique, donc écrivez à Star Wars en direct, c'est très bien. Tu es indépendante. Thomas? Moi j'ai juste créé mon Facebook, là, Tom and Roses, et c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ok. Et Sylvain? Alors, vous pouvez me retrouver sur siteclan.net, sur la guilde Siteclan du jeu vidéo The Old Republic, sur le site Game Live, sur Twitter sur Sylvain Gamma Live, et sur le site et le Facebook de Star Wars en direct. Et moi, vous pouvez me retrouver surtout sur mon Instagram StormySeb, StormySeb. Voilà. Et ben de la part de Céline, Thomas, Sylvain et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est comme ça que nous on s'améliore et ça nous encourage. Voilà. Et bien bonne soirée à tous ou bonjour, enfin bonne journée à tous, ça dépend à l'heure où vous écoutez cette émission. Au revoir. Gros bisous.